Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des itinéraires inspirants. Après une petite promenade à la mer, c'est là que, a priori, j'aurais attrapé la poliomyélite, atrophie des membres inférieurs. Et du coup, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller à l'école, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Le médecin me disait arrête le sport, sinon pour tes 18 ans, ton cadeau, ce sera un fauteuil. Je l'écoutais pas et puis j'ai poussé. Finalement, je suis tombée en fauteuil, j'en avais 22 et ça a été violent. Nos invités sont la preuve qu'un espoir est toujours permis. Chacun à leur manière, ils ont surmonté les obstacles aujourd'hui. Comment? C'est justement cela qu'ils ont décidé de partager avec nous. On m'amène chez le médecin, on me propose un appareillage qui était beaucoup plus gros que ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, en mettant ça, j'ai pu me lever. La plus grande des sensations, c'est quand même de parcourir physiquement toutes ces ruelles que j'ai parcourues au bras de quelqu'un. Je perds au quotidien dans mon autonomie. Le fait de regagner de l'autre côté, au niveau du parachutisme, d'avoir des gens qui sont derrière, et ben en fait finalement, peu importe le handicap, on a tous une envie, c'est de vivre. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager 1001 vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bonjour et merci d'être avec nous cet après-midi. Aujourd'hui, je reçois deux personnalités exceptionnelles. Ada est l'auteur de la série Vestiaire qui raconte les coulisses du monde du handisport. Et c'est un combattant. À 1 an, les médecins étaient persuadés qu'il ne marcherait jamais à cause de la poliomyélite. Pourtant, aujourd'hui, il se tient debout. Il va partager son expérience avec Ayette. Malgré une maladie évolutive qui s'attaque à ses membres, elle est championne de parachutisme. Alors, comment ont-ils appris à vivre avec leur handicap? Quel regard portent-ils sur leur avenir? Je vais les accueillir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'être là. Ada, merci d'être là. Ayette, allez-y. Santiago, enlevez vos manteaux si vous le souhaitez. Je vous précède. Je vous suis. Ça va? Comment vous vous sentez tous les trois? Très bien. On est bien là, c'est chouette. C'est chouette, hein? Alors vous ne vous connaissez pas tous les deux, Ada et Ayette, et pourtant on va découvrir que vous avez pas mal de points communs, notamment un. Vous avez tous les deux été touchés par une maladie handicapante dès votre plus jeune âge, mais on va découvrir que ça ne vous a pas empêché de vous réaliser et comment. Ada, les téléspectateurs connaissent votre visage puisqu'ils vous croisent tous les soirs sur l'antenne de France 2 aux alentours de 20h40 dans une série qui s'appelle Vestiaire que vous avez écrite. C'est vous qui en êtes l'auteur? J'ai coécrit avec mon collègue Fabrice Chanu. Et comme je suis tout le temps en maillot, quand je suis habillé, les gens ne me reconnaissent pas trop, mais bon, c'est pour ça que je fais des émissions habillées. Alors, je vous propose de regarder le générique de cette série pour qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance et dans l'humeur. Regardez. Alors, Ada, pourquoi ce parti pris de générique? Parce que c'était, on a gardé les casiers pour avoir le rapport avec la piscine. Ouais. Et puis, c'est 2030, c'est très court, donc c'était bien d'avoir ce petit générique qui va très très vite, avec beaucoup d'images qui ont rapport avec le handicap immédiatement, qu'on comprenne où on va. Alors, vous allez nous raconter cette aventure, comment est née l'idée, justement, en allant à la piscine. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Vous connaissez Ayette, cette série? Oui. Vous en pensez quoi de ce générique? Je trouve qu'elle est très très sympa. Merci. Ayant moi-même fait de la natation pendant 8 ans, je suis vraiment touchée par cette série. Je trouve le concept très intéressant. Oui, je trouve aussi. Ouais. Voilà, et puis je vous présente Santiago, qui porte un joli nom et qui est psy. Vous êtes expert et vous allez nous donner des clés et des conseils et réagir aux propos de mes deux invités. Alors, on va commencer avec vous, Ada. Vous êtes née en 1967 à Oran, entourée de vos parents, de vos 3 frères, de votre petite sœur. Oui. À quel moment la maladie a commencé à montrer ses premiers signes? Alors moi, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais je sais que mes parents me parlaient ils situent ça à l'âge d'1 an.
après une petite promenade à la mer. Et c'est là que, a priori, j'aurais attrapé la polio. J'étais pas encore vacciné à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers signes, c'était quoi? D'après ce qu'on m'a dit, c'était des grosses fièvres avec des vomissements répétés. Et petit à petit, je bougeais un peu moins. Ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Donc ils ont posé le diagnostic assez vite? Très rapidement, et ça a été retard de vaccin, donc poliomyélite, atrophie des membres inférieurs. La réaction de vos parents, de votre famille? Alors, on est en Algérie, on est dans un milieu assez croyant, donc c'était quelque chose de divin, donc on a accepté ça sans rechigner. Votre mère a même interprété ça d'une certaine manière. Oui, elle a vu juste, parce que ma mère voit toujours juste. Elle pense que c'est un génie jaloux qui m'a jeté un sort. Et ce qui est vrai, en fait. Ouais. Je pense que c'est la meilleure version. C'est une version qui vous a plu, ça? Ça me plaît beaucoup, parce que ça veut dire que j'étais un beau bébé, et puis j'aime bien cette idée. On va voir que votre mère a une importance particulière dans votre cœur et qu'elle a adoré son fils, hein, vous allez nous dire. Ouais, tout à fait. Ayette, vous, ça s'est passé comment? Les premiers signes de la maladie sont apparus à quel moment? À l'âge de 6 ans, donc on a fait une consultation. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? En fait, je tombais régulièrement, donc mes parents se posaient des questions, sachant que ma maman est atteinte de la même maladie que moi. Donc on est parti à la salpêtrière où elle était suivie et le diagnostic est tombé. Donc une maladie des ceintures. Et donc j'ai été suivie. Donc une myopathie des ceintures. Oui. Ce qu'on appelle une calpaïnopathie. Voilà, exactement. En fait, c'est la molécule, la calpaïne, qui me manque pour pouvoir régénérer mon muscle correctement. Donc c'est une maladie génétique dégénérative. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Exactement. Hélas. Oui, mais ça m'empêche pas de vivre. Ça veut dire quoi votre prénom? La vie. Voilà. On a l'impression que c'est votre devise, c'est votre moteur. Hein. Exactement. Ouais. Ah. Donc la réaction lorsque le couperet tombe comme ça, le diagnostic, la réaction de votre famille, votre réaction à vous? Moi j'ai 6 ans, je vois Marcella Gargiolo qui est psychologue à la Salpêtrière et donc qui m'explique qu'il y a des petits bonhommes dans mes muscles qui sont fatigués et donc que mes muscles ne vont pas fonctionner correctement. À partir de ces paroles-là, j'apprends ce qu'est la maladie et au sein de ma famille, on a pas mal de personnes en situation de handicap. Donc il y a ma maman, il y avait mes 2 tantes qui sont décédées, pas dues à la maladie mais qui avaient aussi le même handicap. Comment on annonce un diagnostic comme celui-là à un enfant? Ça ne doit pas être simple. Comment on annonce? Avec les mots les plus simples et les plus vrais qu'on trouve dans son répertoire. Et après, l'annonce, quand elle est faite par un professionnel, c'est pas pareil que quand c'est fait par les parents. Mais il faut, dans tous les cas, associer les parents aussi à ce qu'ils puissent aussi, eux, exprimer ce qu'ils ressentent le plus librement possible, effectivement. Ada, quel est le sens de votre venue ici sur notre plateau? Non, mais en fait, à travers la série et les différents témoignages qu'on reçoit, on se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait faire au départ, parce que Fabrice et moi, on est des auteurs, on voulait juste faire rire. Et en fait, on se rend compte d'avoir raconté ce quotidien de vestiaire, d'avoir montré ces gens handicapés, mais qui assument leur physique en maillot, ça a créé des choses. On reçoit beaucoup d'appels ou on a des témoignages de gens qui sont très, ça les a aidés, ça les aide. Et encore ce matin, c'était très touchant parce que j'ai rencontré une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle était malade, que son mari était malade et qu'ils attendaient vestiaire avec impatience tous les soirs et que ce truc d'humour, ça leur faisait du bien. Donc je me suis dit, bon, si vraiment ça peut aider, c'est chouette de partager, quoi. Alors, comment on en fait une force? Vous allez nous le dire. Vous n'avez pas été, vous êtes arrivé en béquille, là. Vous n'avez pas toujours été debout en béquille, vous allez nous raconter. Vous allez probablement transmettre des clés et donner des conseils à Ayette, qui se pose pas mal de questions. Quel est le but, vous, de votre présence ici, Ayette? De montrer que tout est possible et que peu importe le handicap, qu'il soit moteur, pour ma part, psychique, mental ou sensoriel, on a tous une envie, c'est de vivre et on est des êtres humains à part entière. Et je pense que c'est vraiment important d'appuyer là-dessus parce qu'on a vite tendance à mettre ces personnes-là dans des cases et qu'on n'est pas des objets, on est des êtres humains. Et donc c'est vraiment le message que je veux porter. Vivez votre vie intensément et allez au bout des choses et vivez votre rêve tant que vous pouvez. Alors vous allez nous raconter que vous avez été championne de parachutisme et pourtant votre maladie évolue, vous vous posez plein de questions sur l'avenir. Peut-être que Ada vous donnera quelques réponses ou quelques conseils pour vous apaiser. Je ne suis pas sûr parce que je croyais qu'elle était venue pour me rencontrer, mais non.
Alors, tiens, on va vous rencontrer, Ada, puisqu'on va revenir à votre enfance. Donc, le diagnostic tombe, vous êtes atteint de polio. Oui. Ça a des conséquences, évidemment, physiquement. Qu'est-ce qui se passe entre l'âge de 2 ans et de 7 ans, physiquement, pour vous? Physiquement, je grandis pas normalement, donc je reste très petit très longtemps. Je suis dur à 1m60 maintenant, mais bon. Et du coup, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller à l'école. Il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Donc, je reste énormément avec ma mère. Alors, ça n'a pas que des inconvénients. Non. C'est-à-dire, vous vivez des moments privilégiés, j'imagine, auprès de votre mère? Oui, déjà, je l'ai que pour moi. C'est juste extraordinaire, parce qu'on était quand même 4 frères. Et par exemple, comme j'étais petit, donc elle pouvait me porter très facilement. Et donc, elle m'a amené avec elle au hammam. Et le hammam, c'est un endroit, il y a des heures, donc il y a des moments des femmes, les moments des hommes. Et moi, elle m'a amené avec elle. Mais j'étais petit, donc on pensait que j'étais que j'avais dû avoir 2 ou 3 ans, alors que j'en avais beaucoup plus. Et donc, voilà, c'était assez extraordinaire. Donc, vous alliez au hammam avec les femmes? J'allais au hammam avec les femmes. Et donc, vous en gardez un souvenir, quoi? Émouvant. 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 Et paradoxalement, j'y suis déjà allé avec mon père, mais alors je me rappelle de rien. Ouais. De rien du tout. Alors, vous n'avez pas une enfance comme les autres enfants. Vous êtes privé de la liberté de mouvement. Comment vous le vivez, ça? Je ne sais pas si on a conscience, parce que j'ai connu que ça. Donc, on ne me l'a pas enlevé. Mais je voyais aussi que ma famille se démenait pour trouver une solution, pour me venir en aide quand même. Alors, pas malheureux, même plutôt heureux, choyé, entouré. Est-ce que vous menez votre enfance par procuration à travers les aventures de vos frères, par exemple? Oui, mon frère, c'est Sidamet, qui était à peine plus âgé que moi. Oui, je vivais énormément à travers lui. On avait à peu près le même âge, comme je le disais. Et puis, du coup, il revenait, il me racontait ce qui se passait dehors, ce qui se passait dans les écoles. Donc, je savais tout, des instituteurs et tout, alors que je n'étais jamais allé. Ce qui se passait dans le quartier aussi. Je vivais un peu à travers lui, c'est vrai. Donc, un état d'esprit plutôt positif? Ouais, j'ai l'impression. Ayette, vous, ça se passe comment, l'enfance, une fois que le diagnostic est posé? Quelles sont les conséquences dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des signes de la maladie qui vous handicapent? Pas au début. Donc, j'apprends ma maladie, mais je tombe régulièrement, mais pas au début. Et mes parents, j'ai une envie, c'est de faire du sport. Et mes parents me laissent faire du sport. Et les médecins sont unanimes. C'est non, il ne faut pas faire de sport. Sinon... Quel sport vous faites à ce moment-là? On m'a inscrit à la natation, du kung-fu, de la gym-acrobatie, du cirque, en compétition. C'est pas la même chose. Alors, j'imagine que la natation, c'est pas déconseillé dans votre cas, au contraire. Non, c'était pas déconseillé, mais en fait, j'étais presque à 12 heures de sport par semaine. Ah ouais. Progressivement, j'avais énormément d'heures de sport, plus les compétitions. Et moi, à côté, je faisais du roller, du foot et du vélo le samedi et le dimanche. Est-ce que c'était une sorte de provocation d'avoir envie de faire autant d'heures de sport? C'était un moyen pour moi, en fait, de me prouver à moi-même que malgré un corps défectueux, je pouvais être au même niveau que tout le monde. Et donc, en fait, j'étais la seule au courant à ce moment-là de mon handicap. J'en parlais pas parce que j'étais dans le déni face à l'autre. Et donc, en fait, j'avais constamment, quand je faisais... petite anecdote, voilà, en 2001, j'étais première du club nautique de Colombes et les gens ne savaient pas que j'étais handicapée. Et donc, c'était une fierté pour moi d'arriver avec cet handicap-là et de prouver que malgré le handicap, j'étais capable d'être peut-être meilleure aussi que quelqu'un de valide. Et donc, j'avais la capacité d'eux et donc c'était juste extraordinaire pour moi. Comment on se construit mentalement quand on est enfant vis-à-vis d'un handicap comme ça qui évolue, qui peut évoluer? Je pense que c'est une donnée de plus qu'on a dans la construction. Dans la boîte à outils, on a des identifications, des modèles de représentation. Et on a cette donnée qui est... Voilà. Il y a le handicap qui est là. Qui offre peut-être une maturité supplémentaire ou une manière de voir la vie très jeune différemment? Je pense que ça peut être effectivement un avantage par rapport à ce que d'autres mettent très longtemps à comprendre, c'est-à-dire que on ne peut pas tout faire. Ada, donc on revient à vos jeunes années. Vous vivez donc cette enfance dans les jupons de votre mère, un peu par procuration avec vos frères. Tout à fait, oui. Et puis, à l'âge de 8 ans, votre mère revient un jour du marché, totalement excitée. Surexcitée. Et en fait, elle a entendu dire dans le marché qu'il existait une entente entre la France et l'Algérie pour faire venir des jeunes handicapés algériens se faire soigner en France. Ouais. Et
je prétendais, apparemment, je correspondais à tous les critères pour en bénéficier. Donc elle vous dit quoi en revenant du marché? Ah, on va te réparer. On a trouvé, les Français vont te réparer, c'est extraordinaire ce qu'elle me dit. Ouais. Et j'ai gardé cette phrase comme Et ça. comment vous réagissez, vous à 8 ans, vous vous dites pas, oh là là, je vais devoir partir tout seul? Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est l'inconscience. Je suis un être profondément inconscient et je fais les choses sans trop me poser des questions, sinon je pense que je ne les ferais pas. Je ne crois pas que je savais ce que c'était. Ma mère m'a dit on va te réparer, donc dans la maison, il s'est installé un truc où tout le monde, c'était acté pour tout le monde, tu vas marcher, c'est génial. Et donc voilà, mon père était là, ben ça y est, tu vas marcher, c'est quand alors tu pars bientôt. Bon. Et Vous n'aviez pas conscience que vous alliez partir seul longtemps? Jamais, ouais. Non, jamais. Non, je pense pas à 7-8 ans, si on vous annonce que vous allez quitter vos parents définitivement, je pense pas qu'on puisse... Mais c'est vrai que le jour du départ, par exemple à l'aéroport, c'était quasiment un jour de fête. Ah ouais, il y avait toute la famille? Il y avait toute la famille, mes frères, il y avait des grands-parents, il y avait tout le monde qui était là. Et il y avait cette idée que j'allais partir donc pour une belle chose, être réparé, mais que j'allais revenir. Donc on saluait quelqu'un qui allait revenir, quoi. Et vous étiez dans quel état d'esprit, là, ce jour-là, en montant dans l'avion? Il y avait quand même un petit peu... Bon, je sentais quand même que j'allais pas les voir pendant quelques jours. Donc, il y avait une petite boule. Mais bon, après, la nature l'emportant, j'ai toujours aimé faire un peu l'imbécile, tout ça. Donc, je me disais, bon, écoute, tu te rends compte, tu vas prendre l'avion, c'est extraordinaire. Et ça devait être d'autant plus, quand même, flippant et angoissant que vous aviez toujours été très près de votre mère, quoi. Et toujours près d'elle, toujours dans la maison, à partager son quotidien, tous les instants de son quotidien. Et là, tout d'un coup, vous partez. Je pars, ouais. Vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Et en fait, je n'ai eu conscience que j'allais plus les voir que le soir. Donc, je suis parti le matin. Le soir, je suis arrivé à l'hôpital. Et là, quand la lumière s'est éteinte, qu'on m'a mis dans une chambre, je dis, oui, mais en fait, non, c'est pas ce que je voulais. On va revenir en arrière, c'est pas du tout ce que j'avais, on m'avait pas dit ça. Voilà. Alors, vous êtes arrivé où, en fait, en France? Je suis arrivé à l'hôpital de hier. Quel genre d'hôpital? Alors, c'était un truc Thalasso et compagnie, c'est un truc 4 étoiles, il y avait vue sur la mer, il y avait des palmiers partout, c'était extraordinaire. Et arrivé, quand on arrivait d'Algérie, chez moi, j'avais jamais vu des palmiers, j'arrivais là, il y avait des palmiers. Il n'y avait pas de palmiers en Algérie? Bah, je ne les ai pas vus. Ça alors? Il y avait très peu d'infirmières blondes. Par contre, voilà. Des filles habillées en blanc, je ne comprenais pas du tout ce que c'était, mais c'était assez... Alors donc, dans cette chambre d'hôpital, quoi, vous êtes triste, vous êtes curieux, vous êtes comment? Perdu? Je suis perdu et triste. Et donc je me dis, mais je me rends compte que les autres collègues, parce que je ne suis pas venu seul, il y avait quelques copains aussi, on se dit, donc il y a un vent de révolte né, on se dit, bon, c'est pas compliqué, on va retourner en Algérie, c'est pas compliqué. Et moi, j'ai une solution à tout, je leur dis, l'Algérie, c'est pas loin, c'est en bas, à l'ascenseur, en descendant l'ascenseur, c'est à droite. C'est joli. Vous l'avez fait plusieurs fois, mais vous n'avez jamais trouvé... Ben, je n'ai même pas réussi à arriver à l'ascenseur, parce qu'il fallait l'appeler, et puis surtout, il y a quand même un personnel médical qui était là pour me surveiller. Comme on m'a remis dans ma chambre, donc je ne pouvais pas partir en Algérie, j'avais décidé de me suicider. Parce que moi, je suis comme ça, je prends les choses... C'était quand même, moralement, c'était pas top, quand même. À 7 ans, je me suis dit, je m'en fous, j'en finis avec la vie. Donc, je me suis étranglé avec des bretelles. Mais bon, au bout d'un moment, j'arrivais plus à respirer, donc je les ai lâchés. J'ai eu un œil noir, mais enfin bon, c'était l'anecdote. Ah bon, mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que moralement, c'était pas la grande joie. Ah non, ben non, quitter les siens, c'est pas rien, c'est clair, tout à fait. C'était dur. C'était ah oui, c'était pas facile, c'est clair. Ouais. Non, non, mais vous les aviez au téléphone? Non, à l'époque, non, pas du tout. Alors, c'était compliqué en France d'avoir un téléphone. En Algérie, je crois que ma mère, elle a fait la demande en 72. Elle attend toujours qu'on lui installe la ligne, je crois. Mais il paraît qu'une fois vous les avez eu au téléphone, vous parliez très, très, très fort. J'ai gardé ça, ouais. C'est qu'au milieu du séjour, ma mère a appelé et il y avait un téléphone dans le couloir. On est venu me chercher en me disant, on m'a sorti de la piscine. On m'a mis sur le... Vite, il y a un téléphone pour toi. Je savais pas trop ce qui se passait, j'ai répondu, c'était ma mère. Mais comme je vous disais, j'ai un gros problème avec la géographie. Pour moi, ma mère est en Algérie, donc très très loin. Ouais. Donc il a fallu parler très très fort pour qu'elle m'entende. Donc je hurlais dans le couloir et tout le monde est sorti. Alors, il y a une rencontre quand même. Il y a des infirmières qui sont plutôt sympas. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, j'arrive et il y avait tout un protocole à l'arrivée. Donc on nous présentait les infirmières, les médecins, il y avait des... Et en fait, la première chose qu'on nous a donnée, c'est qu'on m'a donné une pomme. Donc j'ai pris la pomme et je l'ai gardée dans la main. Vous n'avez pas croqué? Je ne l'ai pas croqué. Ouais. Donc je suis bien élevé. Et l'infirmière n'a pas compris pourquoi. Donc elle m'a demandé, je ne parlais pas français, donc elle a fait venir quelqu'un. Et il m'a demandé pourquoi je ne mangeais pas ma pomme. Et ma mère m'avait dit avant de partir, attention. En France, ils épluchent la pomme avec un couteau avant de la manger. Et moi, j'ai toujours écouté ma mère, donc j'ai attendu qu'on me donne un couteau. Et l'infirmière m'a donné un couteau. Et ça lui a plu à l'infirmière? Ah ben, je crois qu'elle m'a adoré. C'était chouette. Donc, alors, 8 mois difficiles, d'exercice, de piscine, d'opération. C'était très dense, oui. De soins, etc. Oui. Et au bout de 8 mois, la première victoire quand même. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, la première victoire, c'est qu'un matin, on vient me chercher. Donc, je suis au petit déjeuner sur mon lit, parce que je suis ce qu'on appelle un allongé. Et on me fait comprendre que voilà, il y a un médecin qui est venu me voir, donc on m'amène chez le médecin. Et là, le médecin, il avance un fauteuil et il m'explique que dorénavant, enfin voilà, je vais me promener sur un fauteuil roulant. Et c'est juste une émotion incroyable de pouvoir. J'ai découvert une autonomie que je n'avais même pas imaginée, quoi. Je pouvais aller aux toilettes sans le dire à quelqu'un. C'est quand même, on s'en rend pas compte, mais je pouvais aller aux toilettes tout seul. Je pouvais aller boire de l'eau, me laver les dents à l'heure que je voulais. Enfin, il y avait des choses qui étaient juste improbables, qui naissaient que je connaissais pas. Alors que Ayette, votre maladie évolue, puisque c'est le propre de cette maladie. Elle a évolué lentement, mais ces dernières années ont été plus difficiles. Et vous, quand on vous a parlé de fauteuil, c'était il y a 2 ans. J'imagine que vous n'avez pas tout à fait eu la même réaction. Ce n'était pas pour vous la même signification. Non, pas du tout. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Ah bah mal. On va dire que c'est l'échéance. J'ai toujours repoussé ça. C'est-à-dire que le médecin, je me souviens très bien, à la Salpêtrière, me disait arrête le sport, sinon pour tes 18 ans, ton cadeau, ce sera un fauteuil. Je lui disais, bon, je l'écoutais pas, et puis j'ai poussé. Finalement, je suis tombée en fauteuil, j'en avais 22. Et ça a été violent. Le jour où j'ai reçu mon fauteuil, je voulais pas sortir. Et puis ma mère m'a dit, si, tu vas aller faire les courses. J'ai besoin de pain de mie. Je lui dis, non, j'irai pas acheter du pain de mie. Ah si, je vais faire des croque-monsieur. Non. Et en fait, finalement, elle m'a obligée à aller acheter du pain de mie. Et en fait, j'ai regardé le sol, de chez moi jusqu'à... Pourquoi vous avez regardé le sol? Pour pas croiser le regard regards des autres. Ouais. Et en fait, comme le pain de mie, c'était super, je savais quel niveau il se trouvait, il était au sol. Donc j'ai pris le moins cher qui était vraiment tout en bas, et pas au-dessus. Et au moins, j'étais sûre de voir personne, et je sais pas qui il y avait autour de moi. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je dis voilà, tiens ton pain de mie. Elle m'a dit à partir de maintenant, tu vas quand même continuer à sortir avec ton fauteuil, tu resteras pas à la maison. Et donc ça a continué comme ça. J'ai eu d'autres anecdotes aussi. Avant, à l'adolescence, il se passait quoi? Est-ce que vous souffriez de votre maladie? Parce que vous avez tout fait pour la cacher, pour avoir le plus d'activité possible? Bah, je voulais vivre, oui, de la manière la plus normale qui soit. Après c'est sûr, et le soir, quand je rentrais chez moi et que j'avais des douleurs atroces, bah, je vivais avec la douleur. Après, avec le temps, c'est compliqué, mais on essaye vraiment... voilà, j'étais dans une école où il n'y avait que des valides. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de poser un mot sur cette maladie parce que je me considérais comme... Vous n'en parliez avec personne? Non. Que Marcella et ma famille. La psychologue donc, de l'Institut de myologie. Et je la connais depuis que j'ai 6 ans. Et c'est vraiment... je la vois plus comme une psychologue, je la vois vraiment comme une amie intime, comme de la famille, en fait. Le reste, non. En fait, les premiers signes, vraiment, c'était vers l'âge de 15 ans, où là, la maladie s'est rappelée vraiment votre bon souvenir? Bah, en fait, je forçais énormément, mais vraiment à un point inimaginable. Et en fait, à la Mégisée à Colombes, on faisait des spectacles. Et c'est moi qui assurais l'ouverture du spectacle. Et j'avais mes camarades qui arrivaient, qui faisaient des saltos, qui faisaient une roulade. Et moi, je venais au-dessus en faisant un double salto. Et sauf que juste avant un entraînement, j'ai une copine à moi qui me dit chiche ou pas chiche de faire un poirier. Et là, juste avant, l'entraîneur me dit attention Ayette, t'es pas échauffée. Je dis ah mais c'est bon, t'inquiète pas. Je fais un poirier, mauvaise réception, entassement de vertèbres. Et donc après, mes performances commençaient vraiment à régresser et mon état de santé aussi. Et donc, il a fallu que je repasse de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en loisir. Et là, il a fallu faire le deuil de la compétition, ce qui a été très, très dur moralement. Et ensuite, j'ai basculé dans une école mixte. Vous allez nous raconter comment vous avez eu un déclic après, par la suite, un déclic, je dirais, vers l'acceptation à l'âge de 17 ans. Un mot peut-être, Santiago, sur le déni. C'est quelque chose qu'on doit croiser souvent? Et je dirais même, heureusement, c'est quand même un moment nécessaire pour pouvoir se donner le temps d'assimiler la nouvelle situation, Et puis, comme disait Aliette, ce qui a permis aussi de dire au médecin, vos pronostics, je vais vous montrer qu'ils ne sont pas vrais. C'est pas à 18 ans que je vais avoir mon fauteuil, c'est bien après. Je vais me dépasser. Ouais. Mais sinon, on n'y arrive pas. Alors Ada, vous avez cette nouvelle autonomie en fauteuil, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une nouvelle victoire au bout de 10 mois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai une autre promotion. on me propose l'appareillage qui était beaucoup plus gros que ce que j'ai aujourd'hui, c'était du cuir et de l'acier. Et en fait, en mettant ça, j'ai pu me lever.
Et on m'a donné donc la paire de béquilles qui allait avec. Et c'était... c'est indescriptible de savoir... en fait, je pense que c'est ce que ressent un gamin quand il marche pour la première fois. Ah non, j'ai dû ressentir ça. Et je me suis senti immense, quoi, d'être géant. Tout me paraissait petit. Et je marchais, comme ma mère avait raison. Il m'avait réparé. J'avais été réparé. Et comment elle avait réagi, votre mère, quand elle a su que vous étiez en fauteuil roulant? Ben, déjà, en fauteuil roulant, on sentait un peu de déception. Parce que quand on était en fauteuil roulant, et je t'ai envoyé pour que tu marches. Bon, elle espérait que je marche, mais bon. En fait, elle a vraiment réagi quand elle est venue en France, qu'elle m'a vu debout et où j'ai senti que ça l'avait profondément touchée. Ouais. Mais avant d'être vraiment debout, il a fallu travailler dur, j'imagine. Beaucoup de rééducation, d'exercice. Énormément. Je vous dis, à l'hôpital, on était très suivis. Il y avait un programme fou, quoi. On faisait de la natation, il y avait de la kinésithérapie, il y avait de l'ergothérapie. On était, le soir, on s'endormait bien. Surtout, on fatiguait, mais même... Il y a des personnes qui venaient vous rendre visite à ce moment-là? Et non, malheureusement, non, parce que j'étais quand même assez... ma famille était en Algérie, non, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait me rendre visite. Et d'ailleurs, je confondais souvent le terme, il y avait aller à la visite et recevoir de la visite. Et je ne faisais pas très bien, mais il faut dire que je ne parlais pas très bien français. Donc, aller à la visite, c'était une visite médicale, et recevoir de la visite, c'était recevoir un membre de la famille. Et donc, quand on disait Abdelli visite, je pensais que le médecin, c'était mon cousin, mais pas du tout. Bon, alors, en attendant, vous sortez de ces 10 mois d'hospitalisation, et là, vous ne rentrez pas en Algérie, Eh non. mais vous allez chez votre tante. Ben oui, ma mère a une sœur qui habite à Marseille, qui s'appelle Ramouna, c'est très joli d'ailleurs, et qui me reçoit chez elle parce que, si vous voulez, le travail avait été bien fait, donc je tenais debout, tout était bien, mais il fallait quand même un suivi assez important. Je devais être suivi par des kinés, des médecins, et partir en Algérie et abandonner ça, c'est pas possible, c'était pas possible. Ma tante qui habitait à Marseille, qui vivait donc avec un monsieur, ils n'avaient pas eu d'enfant, et elle voulait avoir un enfant, et la destinée m'a envoyé chez elle. Elle s'est proposée pour me garder. Mais son appartement était suffisamment confortable pour vous accueillir? Parce que il y avait un ascenseur? Il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait rien. Il n'était absolument pas accessible. Adapté, Il est au combienième étage? Il est au premier étage, donc ça va. Donc je n'avais pas de problème pour monter les escaliers. Je n'avais pas mon âge, donc j'étais déjà beaucoup plus léger. J'avais aucun problème. J'ai eu vraiment aucun souci dans l'appartement. Mais les premiers temps, vous sortez pas vraiment beaucoup quand même. Je ne sors pas du tout. Je sors pas du tout parce qu'eux découvrent cette nouvelle situation d'avoir un enfant, en plus handicapé, comment ça se gère. Et puis moi, j'arrive, je sors de l'hôpital où je suis dans un truc ultra protégé. Et puis là, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et en fait, très vite, je commence à m'ennuyer parce que faire les 100 pas, regarder par la fenêtre et tout, c'est juste impossible. Donc vous êtes allé explorer. Ouais, Indiana Jones. Donc... Un jour, je suis descendu de chez moi avec la bénédiction de ma tante et de mon oncle, qu'elle s'est mise à la fenêtre pour surveiller qu'il ne m'arrive rien. Et j'ai suivi le trottoir, en fait. Donc j'ai fait le tour du pâté de maison, donc un aventurier un peu... Et je suis revenu avec des mimosas. Il y avait le fleuriste m'a offert des mimosas. C'est sympa. Ouais. Et puis il y a eu une journée qui a un peu tout fait basculer dans votre vie. Une journée à la plage. Ouais. Il y avait une dame qui habitait là à l'époque et qui s'appelait Maria, qui avait des enfants. Et en fait, elle me voyait à la fenêtre ou devant la porte. Mais je vous dis, la grande aventure, c'était vraiment de faire le tour du pâté de maison. Et donc, elle propose à ma tante, c'était l'été, et elle dit à ma tante, je l'amène avec moi à la plage. La plage, ça paraissait invraisemblable, surtout pour moi, comment je vais faire pour me déplacer. Donc, ça veut dire qu'il faut être devant tout le monde en maillot. Ça, c'est aussi une découverte que je ne connaissais pas. Et comment on fait pour y aller à la plage? C'est gentil, mais bon. Et en fait, elle décide de me prendre avec elle. Ma tante dit oui, et je me retrouve dans un bus à Marseille, et je vais à la plage des Prophètes à Marseille, qui est une plage très célèbre à Marseille. Et j'arrive, mais bon, j'ai une petite stratégie qui me dit, je vais trouver un coin discret, où on ne me verra pas trop. De là, je suis au bord de la mer, donc j'arriverai à y aller sans béquille, sans rien. Et en fait, c'était Comtesse Maria, qui a un tempérament de feu. Elle se met au milieu de la plage, elle hurle, tout le monde nous a vu arriver. Et quand je me déshabille, elle me dit, tu peux marcher? Je dis non, elle me porte, elle m'amène dans l'eau. Et la mer, le contact avec l'eau, enfin, c'était... c'était extraordinaire. J'ai passé la journée dans l'eau, je crois. Et je suis revenu, j'étais vraiment libéré de beaucoup de choses. Et dans le bus, je faisais la loi quand j'étais un peu... Et c'est tout? Vous n'avez que ce souvenir-là de cette journée-là? Ah ouais, il y en avait d'autres. Il n'y avait pas une petite fille qui... Oui, elle avait une gentille petite fille qui était très gentille au demeurant et très jolie, qui s'appelait Aline, qui était très très jolie, je pense qu'elle l'est toujours, et avec qui j'ai sympathisé très vite. Et ça s'est très vite fait sur le rire. On a beaucoup ri ensemble et elle m'a accompagné, elle était avec moi dans l'eau, et puis bon, c'était une belle rencontre.
Est-ce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez redouté le regard d'Aline? Vous savez, quand on part à la plage en se disant je vais être le plus discret possible, et qu'on arrive en se retrouvant au milieu de la plage avec quelqu'un qui hurle, on dit Sébastien, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et on se dit non, c'est pas possible, qui me prend dans les bras et qui m'amène dans l'eau, elle était en plus assez forte, pardon, elle était quand même assez forte, donc elle était encore plus discrète que moi. C'était un côté invraisemblable. J'étais plus omnibulé par les gens qui me regardaient que par Aline qui était près de moi, qui était à la limite était aussi discrète que moi. Donc du coup, ça fait tomber toutes les barrières et toutes les barrières psychologiques qu'on s'était parfois, il faut tout casser. s'était dressées. Ah oui, elle avait vraiment tout cassé, oui, c'est clair, clairement. Et je suis revenu à Marseille, donc chez moi, mais vraiment, j'avais grandi dans ma tête, oui. Et depuis, d'ailleurs, après elle, je suis devenu autonome. Et vraiment, j'ai commencé à prendre les transports en commun, je commençais à aller un peu, peut-être pas directement à la plage, mais je commençais à bouger un peu plus. Et puis donc après, à l'âge de 10 ans, il a fallu quand même aller à l'école. Ouais. Donc là, vous êtes allé dans une école spécialisée? On appelait ça une école spécialisée pour handicapés moteurs. Et il y avait des kinés, il y avait des médecins, on était en comité restreint, on était 4-5 par classe. Enfin, le dizaine, c'était le grand maximum, quoi. Et là, je découvrais un autre nid, une autre protection, c'était sublime. Vous êtes fait des copains, là? Oui, des copains. Et puis, mon ami d'enfance, l'ami que vraiment j'ai eu, je l'ai rencontré là-bas, oui. Qui s'appelait Romuald. Romuald. Donc là, c'était des jeux d'enfants normaux. Vous faisiez quoi avec vos copains? Tout à fait. Alors on avait un jeu, on prenait des fauteuils roulants, mais c'était pas à nous, et en fait on se mettait dans une pente, et l'idée c'était on se lâchait comme ça, c'était le premier qui arrivait, sans freiner. Donc le mur nous arrêtait très souvent. Vous avez vu le résultat, c'est pas très net. On sautait, on faisait des trucs invraisemblables. Vous jouiez au foot? On jouait au foot, alors ça, c'était quelque chose, parce que on pouvait pas taper avec les jambes, donc on tapait le ballon avec les béquilles, et on l'avait pas toujours le ballon, donc on atterrissait souvent dans la cheville de l'autre. Mais comme on avait tous des appareils, c'était un peu comme une armure, donc on avait absolument rien à craindre. On pouvait se taper dessus, on n'avait pas rien à craindre. Donc aucun problème de différence et de regard au sein de l'école, mais comment ça se passait à l'extérieur? Quand vous étiez en dehors de l'école, comment vous viviez justement le regard des autres? Je me faisais plus discret, pour être honnête. Et j'avais cultivé un truc qui était horrible pour mes copains, c'est que je refusais qu'en dehors de l'école, un handicapé puisse marcher avec moi. Pourquoi? Mais parce que j'avais déjà peur d'attirer les regards seuls. Alors à deux, j'avais imaginé que tout le monde nous regardait. Alors j'avais fait un truc complètement débile, c'est que j'avais un copain qui avait les béquilles comme moi, et je lui avais imposé d'être sur un trottoir chacun. C'était complètement con. L'esprit étant ainsi fait, donc voilà, il est sympa, il m'a suivi. Il m'a ressorti il n'y a pas longtemps. Les années où en général on est mal dans sa peau, l'adolescence, comment ça se passait? Ben là, on était protégés parce qu'il y avait tous ses copains et tout, mais il y avait quand même ce truc en nous de dire, bon, c'est bien sympa les copains, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de filles dans tout ça. Et on compensait en étant plus souvent avec nos amis, même en dehors de l'école. On s'invitait les uns les autres, enfin, c'est surtout eux qui m'invitaient, parce qu'ils avaient des grandes baraques. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de filles dans nos fêtes. C'était un peu dommage. Quand on est handicapé, il n'y a pas besoin d'avoir des boutons d'acné pour repousser les filles. Les béquilles suffisent largement. Mais c'était pas complètement Vous vrai. vous êtes senti rejeté? Non, mais je suis trop fier pour ressentir des choses comme ça, je crois. J'arrive à compenser immédiatement par autre chose. Par mais quoi? Pas rejeter, pas par l'humour et dégager certainement une fausse assurance. Mais non, pas rejeter, mais je sentais bien que ça accrochait pas. Enfin, à partir du moment où on fait rire une fille, c'est beaucoup. C'est la moitié du chemin. J'ai eu beaucoup de mal pour l'autre moitié. Parce que pour vos copains, vous étiez le don Juan quand même au milieu du groupe. Pourquoi? Oui, parce qu'ils voyaient les filles rire. J'étais quand même, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais le peu qu'il y avait dans notre entourage, c'était souvent les sœurs des copains et puis d'autres copains de copines, m'aimaient beaucoup parce que je les faisais beaucoup rire. Et ils pensaient vraiment que, en fait, je voulais pas le dire, mais que j'avais conclu avec toutes ces filles. Donc j'étais ce qu'on appelle un tombeur. Et en fait, c'est une situation qui m'a plutôt plu. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était que j'avais des copains qui avaient des handicaps très lourds, mais vraiment, l'idée de penser que moi, je sortais avec ces filles, il y avait un truc qui brillait dans leur regard. Ça leur faisait plaisir. Oui. Ils le vivaient par procuration. Oui. Ils disaient, un des nôtres peut sortir avec une fille. Un tel, elle est très belle, tu sais, je l'ai vu rire avec Ada quand même. Peut-être qu'il y a un truc entre eux. Donc je laissais planer un mystère. L'adolescence? Un peu compliqué. Normal, évolution de la maladie, donc regard de l'autre, sachant que je suis toujours encore dans le déni. Après, j'ai la chance d'atterrir dans cette magnifique école. Donc un peu sur le même système. À 17 ans, hein. Comment vous vous êtes retrouvée dans cette école? En fait, je devais quitter l'école dans laquelle j'étais, donc à Colombes. Ça se passait pas très très bien parce que mon handicap commençait vraiment à bien évoluer.
Et j'avais décidé de ne pas en parler. Et donc ma maman donc, a décidé de me faire visiter une école à Vaucresson, qui est un EREA, donc qui est sur le même système que celle d'Ada, sauf qu'en fait, elle est mixte. Donc on se retrouvait avec des personnes valides. C'est ça, mixte dans ce sens-là. Oui, des personnes valides et d'autres personnes handicapées. L'objectif, ça partait du primaire jusqu'au BTS. Et donc on avait une section sport pour les valides qui était soit le rugby, soit le golf. Et en gros, on était à peu près maximum 15 par classe. Les professeurs, quand on était hospitalisés, venaient à l'hôpital nous faire cours. J'étais tombée gravement malade un peu plus tard quand je suis arrivée dans cette école. Et j'ai été soutenue par des professeurs, mais c'était vraiment juste excellent. Donc extraordinaire. Mais... Donc là, à ce moment-là, vous acceptez votre handicap. Il n'est plus question de déni. En fait, je fais une rencontre qui va être assez émouvante. Donc déjà, quand je visite cette école, je dis à ma maman, il est hors de question que j'aille dans cette école, je ne suis pas handicapée. Elle me dit, ok, je te laisse 2 mois pour réfléchir et à l'issue de ça, tu me donneras ta réponse et on verra ce qu'on fait. Et un beau jour, je dis à maman, oui, je vais y aller. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je me suis dit que si j'en parle pas maintenant, je vais pas pouvoir avancer. Là, j'avais besoin d'évoluer et d'accepter en fait la maladie parce que là, ça me rongeait quand même un petit peu. Et donc, il fallait que je passe par là et cette école avait annoncé la couleur, on va dire. Donc, en arrivant là-bas, ça a été vraiment la révélation et ça m'a vraiment permis de poser un mot sur cet handicap-là. Donc, la révélation, ça s'est traduit par quoi? Vous étiez mieux dans votre peau? Vous êtes acceptée Oui, j'ai fait des rencontres qui m'ont énormément touchée. Il y avait une jeune fille qui avait à l'époque, qui a 2 ans de plus que moi, qui avait la même maladie que moi, une calpaïnopathie, sauf qu'elle ne bougeait pratiquement plus du tout. Donc elle était très limitée dans son autonomie. Et en fait, là-bas, quand on discutait, quand on arrivait pour la toute première fois, c'était ah, salut, tu t'appelles comment, etc. Est-ce que tu es handicapé ou valide? Et donc c'était vraiment l'approche, elle était comme ça. Et donc au début, j'hésitais un petit peu. Et puis quand j'ai parlé avec cette fille, j'ai pris une énorme claque. Et je me suis dit, j'ai quand même énormément de chance de pouvoir faire tout ce que je fais. Donc maintenant, je vais poser un mot là-dessus et je vais vivre intensément ma vie parce que je ne peux pas me permettre de passer à côté de choses. Et donc, ça s'est traduit par quoi? J'ai découvert le handisport, chose qui était improbable parce qu'en fait, j'ai fait la rencontre de 2 professeurs de sport, donc Marie-Agnès et Hervé, qui sont actuellement mes caméramans au niveau du parachutisme. Et en fait, ils se sont toujours battus pour l'adaptabilité du sport. C'est-à-dire qu'on partait des rugbyman, des personnes valides, à la personne qui ne bouge que la tête. Et malgré ça, ils trouvaient un sport à leur faire faire. Et donc moi, maligne comme je suis, j'arrive un beau jour en cours de sport et ils me disent, voilà, aujourd'hui, on va faire du volley. Je dis, ah, non, je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, je ne fais pas de sport. Ah non, mais ça ne se passe pas comme ça. Si t'en fais pas debout, t'en feras assise. Ah oui, non mais... Et puis je cherchais des excuses et finalement, j'ai essayé le handisport. Je mens pas que ça m'a pas plu du tout, le fait d'être dans un fauteuil et de pas pouvoir se mouvoir comme je l'entends et comme je le veux. Et à l'issue de ça, je savais qu'ils faisaient du parachutisme et on avait la chance dans cette école de faire des transferts. Donc c'était des voyages de 10 à 12 jours. On faisait de la plongée l'été. En hiver, on faisait du ski. Et ils proposaient aussi des week-ends parachutistes. Et donc, ils m'ont proposé d'en faire un. Et là, ça a été la révélation. À 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? La maladie a encore évolué. évolué. Ouais. Vous travailliez dans un restauration rapide? En fait, je travaillais dans ce fameux fast-food et en fait, j'avais déclaré mon handicap au directeur. Et c'était la meilleure amie de ma maman qui m'avait proposé de travailler là-bas. Et à l'époque, je voulais absolument travailler pour entrer dans la vie active et pouvoir me faire une place dans la société. Et en fait, j'étais sur 2 postes, assistante de direction et coéquipière, donc je m'occupais des boissons et des glaces. Et j'allais toujours au-delà. Donc les premiers jours, j'y allais doucement et puis au fur et à mesure, j'allais vraiment, je prenais le rythme de ce fast-food en négligeant totalement mon handicap et en disant, des fois on me proposait de m'asseoir, non, c'est bon, t'inquiète pas, je peux tenir. Et je me suis énormément épuisée et fatiguée. Et je suis arrivée à la fin de ce contrat et de ces 3 mois de travail, mais vraiment très très épuisée à un point de ne plus pouvoir pratiquement me relever. Et c'est là où j'ai été hospitalisée pour d'énormes douleurs. Et il y a eu aussi une révélation dans ma famille. Voilà, j'ai mon oncle avec que je connais depuis que je suis toute petite,
Mais mon oncle, voilà, il a été très présent et Le frère de votre mère? oui, qui m'a permis de déplacer des montagnes quand bien même j'étais au bout du bout, quoi. Sacré mental, hein, hein, cette Ayette. Donc 20 ans difficiles, vous, c'était pas terrible les 20 ans. En fait, vous étiez sortie de votre cadre un peu protégé. Oui, je pense, oui. Et puis à un moment donné, on parle tout à l'heure d'inconscience, et à un moment donné, il y a une prise de conscience. Tout à l'heure, tu parlais de déni, je pense que c'était pas loin aussi. Et à un moment donné, on a conscience des choses. Voilà. On a 20 ans, c'est le moment où on commence à réfléchir à sa vie. Et moi, là, en plus, je venais d'être opéré à nouveau. Il y avait un peu une cassure dans mon élan d'avancer. J'ai été obligé de m'arrêter pour être hospitalisé à nouveau, 8 mois ou un truc comme ça. L'été, c'était assez compliqué. Et en sortant de là, alors que je marchais mieux, paradoxalement, j'avais perdu un appareillage, les appareils étaient plus légers, les béquilles étaient mieux, j'avais gagné en autonomie et étrangement, dans ma tête, ça allait un peu moins bien. Et je me suis mis à complexer. Mais alors, grave, c'est-à-dire que dès que j'arrivais à un endroit, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que je ne pouvais pas faire les choses, mais tout me paraissait très compliqué. Mais là, à ce moment-là, vous ne faites toujours pas aider? Non. Non, je... Ouais, Je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça, parce que franchement, vous seriez au chômage. Hein. Oui, tout à fait. Mais j'ai pris vos coordonnées, je vais vous raconter tout à l'heure. Non, je ne me suis pas fait aider, je me suis fait tout seul, et puis voilà. Puis il y a mieux que pour guérir, il y a l'amour, c'est pas mal. Ah bah oui, alors justement, donc qui vous retrouvez à ce moment-là? Alors, il y a juste une anecdote, c'est que j'avais un tel complexe sur l'idée de me montrer à la plage en maillot, ce que je fais aujourd'hui facilement avec la série, ce que je ne pouvais pas faire à l'époque. C'est-à-dire que j'allais à la plage et j'enlevais le haut. J'étais torse nu à la plage. Pendant que mes copains nageaient, moi je restais, je brûlais sous le soleil. Et puis un jour, je me suis mis à regarder autour de moi et j'ai vu qu'en fait j'étais le seul habillé qui avait son pantalon. Donc c'était complètement ridicule et complètement débile. Donc les gens me regardaient encore plus. Et bien je me suis mis en maillot, je suis rentré dans l'eau. J'ai commencé à aller beaucoup mieux. Et puis un jour, en revenant de la plage, parce que j'habite Marseille, donc on est toujours l'été, on est à la plage, j'ai retrouvé Aline dans le bus. Et elle était très heureuse de me retrouver. Donc c'était des retrouvailles assez chaleureuses. Vous l'avez reconnue tout de suite? Ah ben je crois que je l'avais jamais oublié. Oui, vous avez crié Aline? Pour qu'elle revienne. Non, j'ai crié Aline, oui, et puis on s'est reconnus et c'était un beau moment. C'était quoi? Ça a été 8 mois de votre vie? 8 mois de passion, c'était assez passionnel, je pense, entre nous. Elle était red dingue de moi, ce qui se comprend. Bien sûr. Et réciproquement. Ouais. Et après, on s'est dit. Donc ça vous a donné confiance en vous, ça vous a réparé en termes de. Bien sûr, parce qu'à 18-19 ans, j'habitais avec elle quasiment. Donc c'était quand même. C'était pas rien par rapport à mes potes qui avaient mon âge, qui étaient valides, qui eux étaient encore chez leurs parents. C'était quand même pas rien. Oui, c'était une grosse avancée. Et elle, quel était son regard par rapport au handicap? J'allais dire le regard amoureux, donc le regard parfait. Elle me voyait. On riait beaucoup, on parlait énormément. Et je pense que le jour où ça s'est arrêté, voilà, un jour où elle s'est dit la passion déclinée va nous faire du mal, elle est partie. Ouais, là, je pense qu'elle a très bien fait. Et vous? Ah, c'était compliqué, oui, là, oui. Et par contre, j'avais conscience de la fin de cette histoire-là. Ouais. Oui. Mais j'avais l'impression d'être dans un. Je sais pas comment ça s'appelle les trucs avec qui, un lance-pierre en fait. J'avais reculé, j'avais atteint des sommets avec elle, puis je reculais, et puis d'un coup je sentais que je repartais dans quelque chose de. Elle m'a beaucoup aidé. Ouais, elle vous a aidé. Oui. Donc le lance-pierre a donné quoi là? C'est-à-dire que là vous vous êtes lancé dans tout un tas d'activités. J'ai commencé à vivre. Ouais. Donc je suis revenu chez ma tante. Je fais le mec très jeune, donc j'ai habité avec une fille, puis dès qu'elle s'est barrée, je suis revenu chez ma tante et mon oncle. Et j'ai travaillé. Alors j'ai aidé des copains au début. J'ai un ami peintre, donc j'allais avec lui l'aider. Je nettoyais tout ce qui était à mon niveau. 1m60, en gros, la moitié des tuyaux étaient peints. Tout ce qui était en bas, c'était moi, tout ce qui était en haut, c'était lui. J'ai travaillé dans un garage, j'avais un pote qui avait un garage, Daniel, et j'ai fait la comptabilité pour lui, donc les factures pour lui. Et j'ai vendu des bonbons avec sa femme, qui était foraine, donc il vendait des bonbons, et tous les soirs, on les préparait. J'ai été malade pendant 6 mois, je ne peux plus supporter les bonbons. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Le mieux, c'était gardien d'immeuble. J'étais gardien. Même pas d'immeuble, c'était gardien d'un... Un copain m'appelle un jour en me disant, écoute, tu veux bosser? Je dis oui, elle me dit, écoute, gardien. Je dis, mais tu te rends compte, tu me vois moi avec un handicapé, gardien. Elle me dit, non, t'inquiète pas, c'était un grand, un hall, pas un hall, un grand magasin vide, quoi. Je garde quoi? Il me dit rien, il faut juste être là. Et je pouvais rentrer c'était un hangar. Du coup, je suis rentré avec ma voiture dans le hangar et j'étais gardien. C'était assez extraordinaire comme histoire. J'étais super bien payé parce que je gardiennais la nuit. Je gardais rien, mais j'étais bien payé. L'amour, Ayette, adolescente? Avant moi, elle veut dire. Non, je suis vraiment pas. Pour le moment, non. Adolescence, non. Je m'occupe vraiment du sport. Bon.
Et donc, est-ce qu'il y a ce même problème de regard des autres sur vous? Parce qu'on sent quand même à quel point, pour Ada, l'amour et le regard d'une femme lui a permis de se réparer, de se sentir mieux. C'est pas votre problème? Non, 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 non. Moi, là-dessus, c'était vraiment la famille. Et même encore aujourd'hui, je prends énormément de recul. Je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera. Et que c'est le destin. Mais je me mets aucune pression là-dessus. Non. Non, non, non. Vous, Ada, aujourd'hui, vous êtes mariée. Comment vous avez rencontré la femme de votre vie? Je l'ai rencontrée en Algérie. Ouais. On ne sait plus très très vite. Ouais. Et elle, son regard sur le handicap? Alors elle, mon gros problème, c'est qu'elle ne sait pas du tout que je suis handicapé. C'est assez embêtant parce que je ne peux même pas en servir. Et elle est encore, ça doit être la seule fille au monde qui m'engueule quand mes béquilles traînent par terre. Ou à la maison, j'ai un fauteuil roulant maintenant. Parce que c'est beaucoup plus facile, je trouvais que c'était plus simple. Et elle râle quand il est au milieu ou quand... et je trouve ça extraordinaire. Parce que alors l'autre jour, j'ai dit, tu sais ma chérie, je t'explique. Ça s'appelle un fauteuil roulant. C'est fait pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pour ça que je suis dessus. Et quand je suis à la salle de bain, ben oui, ça prend toute la place. Ah, mais quand même, tu pourrais le mettre ailleurs. Je dis oui, mais du coup, moi, j'y serais pas. Voilà, donc elle est vraiment dans sa... Elle a complètement occulté le handicap. Ouais. Donc avec elle, vous avez 2 enfants? 3. Trois enfants? Ouais, 3 enfants. Ouais. Vous appréhendiez ce rôle de père? Ah oui. Oui, oui. En fait, il y a eu 2 niveaux. D'abord, la question qu'on se pose tous en tant que parents, c'est quoi être parent? Comment réagir avec des enfants? Et puis j'ai eu la deuxième lecture, parce que je faisais aussi, comme toi, du handisport. Et j'avais rencontré des gens qui étaient parents et qui m'expliquaient la difficulté d'être papa et handicapé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devenait, pour les enfants, une autre tare. C'est d'avoir un parent handicapé. Ça, c'était ma hantise. C'était vraiment, j'avais très très peur de ça. Alors comment vous réagissez le jour de l'accouchement déjà? Alors, alors je ne m'attends pas du tout. Ce qui m'a le plus ému, c'est de voir mon fils bouger les jambes. Mon enfant bouger ses jambes. C'était juste incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Ouais. De me dire, merde, on peut donner un truc qu'on n'a pas. Quoi. Et puis je découvrais le truc d'être papa. Alors quel genre de papa vous êtes justement, puisque vous aviez réfléchi à cette histoire de papa avec un handicap, est-ce que vous êtes d'autant plus investi? Alors j'ai compris très vite que si on ne veut pas être vu, c'est qu'il faut être là. Pour ne pas être vu, il faut être vraiment hyper présent. Et donc j'ai appliqué la stratégie dite du être partout. Donc j'ai été partout dès le départ. Je me suis investi dans l'école, dans l'association des parents d'élèves. J'étais à l'entrée le matin, j'étais à la sortie le soir, j'étais là à 11h30, à midi. J'étais partout. Et mes enfants, jusqu'à très tard, après ils sont allés au lycée, au collège, ils venaient toujours en courant vers moi. Et ça, je trouvais que c'est Si j'ai réussi une chose dans ma vie, c'est ça. Après, le reste, c'est pas très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique d'être partout pour ne pas être vu? C'est pas mal. Pour ne pas être remarqué, Ouais. peut-être. Oui. Et effectivement, c'est pas en se cachant, comme à la plage, où je vais pas montrer mes jambes, Tout à fait. Ouais. mais on voit mon pantalon. Et c'est vrai, quand On voit tout. il y a un moteur, là, le moteur, c'était les enfants. Ayette, ce sont des questions que vous vous posez, j'imagine. Est-ce que vous avez envie d'être mère un jour? Oui, oui. J'ai envie. Après, j'y réfléchis aussi beaucoup, hein, parce que qui dit être mère dit perte de la force musculaire, donc perte en autonomie, donc l'un engendre l'autre, etc. Et donc, j'y réfléchis. Je pense que j'y réfléchirai à 2 fois quand je serai confrontée à la situation. Et oui, ça, j'aimerais bien, oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est l'accomplissement d'une vie d'être. Mais alors vous réfléchissez à quoi? Parce que vous en avez envie. Vous ferez tout pour ou pas? Bah, je sais pas. Ouais, c'est ça. Vous vous posez la question. Je sais pas. Parce que pendant la grossesse, en fait, amplifie l'évolution de la maladie. Énormément. Ouais. Ouais. Et donc ma maman a fait ce choix-là que je respecte énormément et pour qui vraiment j'ai énormément d'admiration. Mais si moi demain je devais faire un enfant, honnêtement j'y réfléchirais vraiment à 2 fois, sachant que là l'évolution est quand même assez importante, plus les années passent. Et donc ouais, Donc vous n'êtes pas sûre, en fait Je suis pas sûre, mais j'en ai envie. Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites, Ada? Je comprends ton questionnement, mais quand on rencontre quelqu'un, il y a cette idée de vouloir créer quelque chose. Et moi, je ne sais pas si j'étais prêt à avoir des enfants, tu vois. C'est quand j'ai rencontré ma femme que j'en ai envie, parce qu'elle avait envie d'avoir des enfants, j'avais envie de construire quelque chose. Et ça, le curseur se décale un peu là, tu es axé sur ton handicap, et c'est tout à fait normal. Mais quand tu vas rencontrer quelqu'un, je pense que quelque chose d'autre se mettra en place. Juste, la différence entre vous deux, c'est que Ayette, hélas, a une maladie évolutive, alors que vous, non. C'est-à-dire que ça évolue différemment. Vous avez lutté pour gagner en autonomie, et Ayette, hélas... Voilà, mais perd en autonomie. Voilà, elle perd en autonomie. Alors écoute, je vais te faire une confession, parce que c'est le lieu, n'est-ce pas? Je perds
aussi en autonomie, parce que je vieillis, parce que ça fait 40 ans que je me sers de mes épaules, donc elles sont très usées, ça fait 40 ans que voilà, je commence moi aussi je suis dans un virage de ma vie, là, et où je perds en autonomie. Je me rends compte que je ne peux plus monter les escaliers comme avant, que je prends des taxis pour faire des petits parcours, je prends la voiture aussi. Donc ça veut dire que... mais je découvre autre chose. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'un fauteuil à la maison. Mais je réalise que ça me repose énormément. Et à nouveau, je regagne en autonomie quelque chose. Donc c'est une renaissance sur autre chose. Et tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui est très important, c'est avoir conscience de ce qu'on ne peut plus faire. Ça sert à rien de courir derrière un truc qui est impossible. Si on peut plus, il faut l'accepter. Après, il faut penser mentalement. Après, je pense que oui, j'entends parfaitement ce que tu dis, mais je pense que tu vois, moi, je compense énormément mentalement. J'ai une chose que je dis souvent, je perds au quotidien dans mon autonomie. Sauf que ce que je perds au quotidien, je le compense parce que je gagne au parachute. Bon, ça paraît assez fou, mais le fait de perdre dans ma vie de tous les jours, certes, c'est peut-être lourd, c'est peut-être fatigant, mais en fait, le fait de regagner de l'autre côté, au niveau du parachutisme, d'être épanoui, d'avoir une famille qui me soutient, d'avoir des gens qui sont derrière, et ben en fait, finalement, c'est lourd ce que je vais dire, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Ouais. Et toi, tu fais du parachutisme. Moi, je fais du Scrabble, alors ça m'aide pas beaucoup. On va en parler du parachutisme. Bon, on va revenir à... Vous êtes retourné en Algérie, puisque vous disiez tout à l'heure. À quel âge vous êtes retourné? Je pense que je dois avoir 23 ans, oui. Donc vous êtes retourné chez vous? Je suis revenu chez moi, mes parents n'avaient pas déménagé. Après 12 ans d'absence? Ouais. Dans mon quartier. Debout? Debout, ouais. Ça doit être un truc. Mais en fait, j'ai découvert un autre univers, parce que je suis parti avec le regard d'un enfant qui ne se lève pas, qui est petit. Donc tout me paraissait géant à l'époque. Je suis revenu debout. Ouais. Et c'est là que je pensais avoir grandi à New York, j'imaginais, mais c'est vrai, hein, la maison dans laquelle je vivais, je pensais que c'était un truc de 40 étages, les rues c'était des gros boulevards, c'est le 7 boulevard et tout. Et en fait c'était ridicule. L'immeuble où j'étais, il y avait 3 étages, les ruelles, il y avait la place pour une voiture. Je redécouvrais tout. Mais la plus grande des sensations, c'est quand même de parcourir physiquement toutes ces ruelles que j'ai parcourues au bras de quelqu'un. Ou de ma mère, ou de mes frères, ou de mon père, qui me portaient pour aller chez ma grand-mère ou chez tous les cousins qu'il y avait. J'ai refait tout ce parcours à pied. Et c'est peut-être l'un des moments les plus forts de ma vie. Vos parents, comment ils vous ont accueilli, vos parents, vos proches, votre famille? Ma mère, elle était... pour elle, j'avais réussi, quoi. Elle trouvait que j'étais beau comme un mannequin. Et surtout... Alors, que j'étais plus beau qu'Omar Sharif. Et ça, vous dire chez ma mère, Omar Sharif, c'est... Enfin, Et puis elle a fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'y a qu'une mère pour faire ça. Ça a été la première femme à me laver mes béquilles. Ah, vous lavez les béquilles? Elle a pris mes béquilles, elle les a lavées avec du savon, tout ça, et puis elle les a mis. J'ai dit, maman, j'aimerais bien marcher. Attends, ils sèchent. Mes béquilles séchées. Mais même que j'ai eu ma voiture, par exemple, quand j'ai passé mon permis de conduire, pour elle, j'étais plus important qu'Obama. Quand j'ai eu mon permis de conduire, elle s'est dit, mon fils, il va acheter toute l'Algérie, tu vas voir. Et dès que je faisais un truc, elle trouvait ça extraordinaire. Et à l'époque, je lui avais dit, j'avais amené avec moi un petit truc, j'ai commencé à écrire des petits spectacles et tout. J'avais dit, maman, j'ai envie de réussir dans ce métier. Mais je lui ai dit, j'ai envie. Donc le soir, elle avait une voisine, elle a dit, mon fils, il fait de la télé. Et quand je suis revenu en Algérie, elle m'accompagnait dans toutes les maisons où j'étais invité pour voir comment on me traitait. Donc elle regardait quand je mangeais et tout, puis quand je rentrais à la maison, elle me dit, lui, il t'aime bien, il t'a mis des serviettes brodées. Et lui, les couverts, ils étaient neufs, il t'aime beaucoup. Et un tel, c'était un peu vieux, ces couverts, on n'ira plus chez lui, voilà. Ayet, le lien avec votre mère est très fort aussi. Ah oui. On l'entend, hein. C'est quoi, c'est une héroïne pour vous? Ouais. J'ai énormément de respect et surtout d'admiration. Et même de mon papa. Parce que mon papa, lui, sa phrase, c'est tout est possible. Et ma maman, c'est fais attention à la réalité, des fois, elle est dure à accepter. Et donc, elle est vraiment terre à terre. Et mon papa, c'est... Et donc, en fait, les deux mixés, ça donne un bon... C'est pas mal. Et vous avez une phrase comme ça, une espèce de devise? Moi, j'en ai plein des devises, j'ai que ça. Moi, c'est plus on nous voit, moins on nous voit. Non, ce que j'ai toujours dit, c'est que... j'ai toujours dit... souvent, on me dit, ouais, mais tu rigoles tout le temps. Et j'ai toujours dit, je ne prends jamais rien au sérieux, la vie s'en charge. Et je pense que vraiment, c'est pas nous qui décidons. C'est beau, hein. Ça, c'est bien, ça me plaît, ça. Ah ouais, ça me plaît. Alors, on va parler de cette aventure formidable, de cette histoire de vestiaire. Oui. Alors, comment en est l'idée?
Alors, c'est par le handisport, avec Fabrice Chagneux, qui est mon ami maintenant. On nage ensemble, on évolue ensemble dans le même club. Et lui vient du cinéma. Moi, plus du théâtre, je tentais à l'époque, j'avais un petit one-man show qui était extraordinaire d'ailleurs, mais qui ne marchait pas du tout. Et j'ai vite arrêté pour aller nager. Et on avait envie de faire quelque chose en commun, mais on ne savait pas quoi. Mais vraiment pas. Donc, on a tout essayé, mais rien. Parce qu'en dehors du one-man show, du théâtre et tout, vous avez un vrai métier? Oui, je travaille à la mairie. Ça fait pareil dire travail et mairie, mais oui, je travaille à la mairie de Marseille. Je suis comptable, donc vous avez vu de quel état est la mairie de Marseille. Comptable, c'est un boulot très sérieux. Ah, mais je suis un homme très sérieux, il ne faut pas le croire. Ouais. Non, je travaille à mi-temps à la mairie de Marseille, je suis dans une équipe extraordinaire et vraiment dans une direction vraiment sympa. Donc ça vous laisse le temps d'écrire? Ça me laisse le temps d'écrire quand je ne suis pas à la mairie, hein, pas dans mon bureau, c'est chez moi. Non, j'écrivais avec Fabrice, très vite, on a eu cette idée de raconter ce qui se passait dans les vestiaires, mais parce que ça nous faisait marrer tous les deux. On a raconté une histoire ou deux. Et puis en fait, l'idée est venue, c'est qu'un jour, il y avait un mec qui nageait avec nous qu'on n'aimait pas beaucoup. Et un jour, on a imaginé dans un petit épisode qu'il mourait. Et la question que tout le monde se posait, c'est il est mort, oui. Mais il a payé sa cotisation. Voilà. Et ça nous a fait marrer. Donc, vous qualifiez ça comment? C'est de l'humour noir? C'est une série cash, mais pas trash. Alors, on va regarder un extrait de cette série, Vestiaire. Regardez. Ici le mont Olympe a une rampe et les dieux du stade des prothèses. Nous les athlètes d'une autre trempe, nous allons vous faire décoller de vos chaises quand la victoire nous tendra les bras. Le regard du monde vers nous se tournera, car ici, même si tu n'as pas de bras, tu auras toujours du chocolat. C'est intouchable. Oui, parce que la vraie phrase, c'est pas de bras, pas de chocolat. Et nous, on a mis l'inverse. Même si tu n'as pas de bras, tu auras du chocolat. Bien écrit, c'est beau. Alors, ça dure combien de temps? C'est tous les soirs à 20h40? Chaque épisode dure 2 minutes, 2 minutes 30. C'est tous les soirs à 20h40 sur France 2. Ah, là, on est à plus de 280 épisodes. Oui, c'est la saison 6. Cette année, on en a fait encore plus parce qu'il y avait les Paralympiques. Et on a eu un accueil à France 2 qui est assez touchant et exceptionnel. Vous êtes toujours employé de la mairie de Marseille? Je suis toujours à mi-temps à la mairie de Marseille. D'accord. Comptable. Ayette, quel regard vous portez sur son humour, sur son travail créatif? Franchement, très intéressant et je tire mon chapeau parce que c'est avec des personnes comme ça qu'on fait évoluer les mœurs et qu'on fait changer le regard du handicap. Ouais. Voilà, le travail est lent, mais c'est ce que j'ai toujours dit, plus on nous voit, moins on nous voit, plus on aura notre place dans la société. Ça se fait tout doucement, mais ça se fait. C'est important. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir montrer que vraiment tout est possible et qu'on est comme tout le monde en fait. Tout simplement. Alors vous avez un mental de sportif de haut niveau hallucinant. C'est votre moyen à vous de vous exprimer et de tenir tête à l'évolution de votre maladie. Et donc, vous vous êtes lancé dans le parachutisme au point d'exceller puisque vous avez été 2 fois championne de France. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération française de parachutisme a ouvert le handisport en 2013. Et on a fait en fait une première compétition. On m'a proposé d'y participer. J'y étais vraiment pas allée dans l'esprit de gagner, ça j'insiste là-dessus. J'y suis allée dans l'esprit de découvrir. Et l'objectif, en fait, c'était de faire des tours alternés. Donc on m'a montré, donc il fallait faire un tour à droite complètement, un tour à gauche, un autre tour de quoi alors? Parce que nous, on n'y connaît rien. Oui, donc, j'explique. Le tour je vais de faire quoi? un truc banal. Donc en fait, moi, avec les bras et les jambes, je fais ces mouvements-là et ça me permet de tourner. Et je fais l'inverse avec les jambes. Donc en fait, c'est une gymnastique à avoir. Donc là, à ce moment-là, le parachute n'est toujours pas ouvert, j'imagine? Non, on est en chute libre. Et donc on tourne, on est à 230 km/h. Quelle horreur. Oui, donc... Moi, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais sincèrement. Moi, j'aurais pas sauté de l'avion. Vous êtes les bienvenus, Afrique-toi, venez, je vous invite sincèrement. Mais viens, nous on fait de la natation, c'est plus simple, tu verras. On va avoir des images avant que vous expliquiez un petit peu plus. Electric one to the shock you see. He left us the sun
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en l'air comme ça, à En l'air 230 km à l'heure? Bah, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, je me rends compte qu'au sol, on est nombreux, mais qu'en l'air, on n'est plus rien. Et que c'est juste extraordinaire de voir à quel point le monde est grand et gigantesque, c'est infini. Et on prend réellement conscience de la beauté et de la valeur de la vie. Et surtout, que voilà, c'est juste extraordinaire. Vous avez peur de devoir arrêter un jour? Si votre maladie évolue, vous serez contrainte d'arrêter? Ouais. Actuellement, je vous cache pas que peut-être dans 10 ans ou dans 5 ans, je serai plus dans le circuit. Donc on a décidé de lancer avec Christine, donc, qui est championne du monde de vol relatif. Et donc cette championne du monde m'a dit, voilà, tu voles bien en soufflerie, est-ce que ça te dirait de lancer la première équipe mixte, donc handi valide. Donc c'est, voilà, est-ce que tu te sens prête à faire le projet? J'ai de suite accepté. Je me suis dit, voilà, j'ai la capacité de le faire maintenant. Je veux ouvrir des portes aux gens qui arriveront derrière moi. Et comme je sais que demain, je serai plus dans le circuit, c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, je me bats pour ces médailles. Je me bats pour vraiment garder ma place de leader, entre parenthèses, parce que je sais que demain, ça va s'arrêter, en fait. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Ada, de son discours là? C'est incroyable, ce mental. C'est vrai qu'on est Elle est déjà très belle, stupéfait, c'est ce qui m'a le plus marqué, moi. C'est qu'elle est... C'est juste incroyable, oui. Moi, je raisonne pas comme toi. Je veux dire, je pas conscience de tout ce que tu dis. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez une manière non pas de contourner le handicap, mais de vous situer par rapport au handicap différente. Vous, c'est une approche humoristique. Vous, c'est un mental de sportif de haut niveau. Ce sont deux approches différentes, mais intéressantes, tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Mais comme quoi, devant la difficulté, on a tous des différentes manières de réagir. Et tout à l'heure, tu parlais d'un peu d'extrême, finalement. Ça m'a rappelé Philippe Croizon, tu vois, qui est aussi dans cette logique-là, de faire des choses juste extraordinaires. Ah oui, c'est le monsieur qui n'a ni bras ni jambes, ouais. qui s'est lancé des défis incroyables. C'est incroyable. Là, il va faire le Paris-Dakar, je crois. Ouais, Paris-Dakar. C'est juste incroyable. Et là, je vais dire aussi une chose lourde de sens. Mais voilà, je suis croyante et je pars du principe, on m'a toujours inculqué une chose, c'est que Dieu ne cherche pas une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et donc si aujourd'hui j'ai cette épreuve, c'est que j'ai la capacité de la supporter. Et donc c'est pour ça en fait que je me plains pas, c'est parce que je prends conscience que certes l'épreuve est peut-être compliquée et lourde aux yeux de tout le monde, mais à mes yeux elle est juste normale, tout simplement. Donc bon, au revoir, merci beaucoup. Je vais partir, c'est énorme. Bravo, bah écoute, je sais pas quoi dire. Moi, du coup, je me demande pourquoi je suis là. Santiago, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on J'ai retienne presque honte. de là-dedans. ces deux parcours? En tout cas, c'est deux façons fantastiques de faire avec ce qu'on est Ouais. et pas avec autre chose. Tout à fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. après je pense qu'il faut aussi se dire, hein, moi c'est mon cas, là je vais prendre un exemple tout bête, hein, si aujourd'hui j'ai eu la chance de réussir à conserver mon titre, c'est parce que derrière, il y a eu des personnes qui m'ont soutenue. Et je vais prendre un exemple vraiment financièrement. Il faut savoir que c'est un sport qui coûte extrêmement cher. J'ai pas les moyens, il faut dire ce qui est. J'ai pas de travail actuellement. Voilà, c'est très compliqué. Et il y a deux personnes qui m'ont marqué énormément, qui ont décidé, Hamid et Maleko Zaraté, qui m'ont financé mes entraînements, sachant qu'à la base, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et donc, en fait, c'est des jeunes de mon quartier qui se sont dit, voilà, on va l'aider parce qu'on est sensible à sa cause, à la cause du handicap. Et donc, Hamid et Maleko, et voilà, ils m'ont aidé financièrement, ils m'ont permis de faire mon premier saut d'entraînement. Et donc, voilà, ils tiennent une boutique à Colombes et franchement, je leur en suis vraiment reconnaissante. Ça va tout à fait dans le sens des initiatives ou des actions que nos dénicheurs mettent en exergue dans notre émission. Ils vont nous rejoindre d'ailleurs, parce que leur objectif, c'est justement d'éveiller les consciences et de changer le regard sur le handicap. Donc aujourd'hui, on va retrouver Luc, Brigitte et Émilie. Bonjour à tous les trois, les amis. Alors, Luc, ce papa extraordinaire qui a 2 enfants, qui aime défendre les initiatives qui ont du sens pour que nos enfants vivent dans un monde meilleur. Oui, c'est vrai. Ça. Et aussi les personnes en situation de handicap. Je vais vous parler d'un village de vacances qui est en Auvergne, en fait, qui permet, chose rare, de pouvoir faire partir en vacances la personne handicapée ou la personne malade, mais aussi tout le reste de la famille. Tout le monde est ensemble. Une sorte de village de répit, quoi. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Alors, Émilie, elle s'intéresse aux chefs d'entreprise, hommes ou femmes, qui ont du cœur et qui ont envie d'œuvrer pour une société meilleure.
Alors, devenir entrepreneur, c'est un chemin pavé d'embûches. Devenir entrepreneur quand on est handicapé, autant vous dire, aux yeux de la société, c'est mission impossible. Sauf que Charlotte, qui a 26 ans, eh bien, elle est devenue entrepreneuse et elle prouve que c'est possible. Et Brigitte, qui porte un regard plein de tendresse et d'humour sur la vie. Et là, tu as découvert une jolie initiative. Voilà. Alors moi, je vais vous parler de colocation entre personnes valides et invalides. L'idée vient de Laurent de Chérizet. Il était chef d'entreprise et il a été confronté à un drame terrible. Sa sœur a eu un accident et elle est tombée dans le coma et ensuite elle est sortie de son coma, elle était en fauteuil roulant. Et il a pris conscience à ce moment-là que les personnes qui ont un accident comme ça, soit elles se retrouvent dans des foyers médicalisés, soit elles rentrent chez elles. Et donc très isolée. Et voilà, 95% voudraient rentrer chez soi et se retrouvent complètement, effectivement, comme tu le dis, complètement isolée et malheureuse. Alors il s'est dit que faire? Et il a eu l'idée de maisons partagées entre valides et invalides. Il a créé une fondation qui s'appelle Simon de Sirène. Et avec cette fondation... Ça veut dire quoi, Simon de Sirène? Simon de Sirène, c'est celui qui a porté la croix du Christ. Ah oui, mon éducation religieuse. Dans la vie. 17 ans chez les bonnes sœurs. Ah oui, moi 0. Donc c'est une valide avec un handicapé. Voilà, exactement. Et ma femme et moi en fait. Donc je cohabite avec ma femme. Et ben voilà. Et donc en 2010, la première maison a ouvert à Vanves, dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Et nous sommes allés à Angers pour voir comment ça se passait. C'est un reportage de Rita Schraibi. Parfait. Alors voilà. L'ours. Le plus gros handicap des personnes handicapées, c'est l'isolement. Souvent, c'est les parents qui, après l'accident de leur enfant, se posent la question de qu'est-ce que mon enfant va devenir. J'ai envie qu'il continue à avoir du monde, j'ai envie qu'il continue à avoir du lien social. Et le projet Simon de Sirène est né de ces questions. Du café équitable. Christelle qui a fait les courses. Quoi? J'ai dit du café équitable. Oui. C'est bien. Du café équitable. Commerce équitable. Oh, je me lance pas dans les explications, c'est trop long. Encore du bio, ça, encore? C'est bon pour la santé, Franck. Oui. L'association propose une grande maison ou des grands appartements où des personnes handicapées et des personnes valides vivent ensemble, sous le même toit, 24 heures sur 24. Ça va? Ça va? J'ai eu un accident à l'âge de 5 ans et demi. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Mon cerveau a ralenti par rapport à ma maturité, en fait. Ah, ça c'est pour moi, ça. Non, c'est pour moi. Je peux aller monter à ça dans les bureaux? Yes, tu peux. Tiens, je te récupère la clé. Merci, Pascal. Et ça, tu te le mets dans ta bonnette? Ouais. Merci, Pascal. Je suis ici depuis 1 an et demi. J'ai l'impression de plus grandir ici. Je ne dis pas qu'avant j'étais pas grande, mais avant j'étais plus dépendante de mes parents. Finalement, ici c'est un peu la maison de l'autonomie. Ici on apprend à être autonome. Bon, on est pas mal. Josué, tu peux sortir les couverts pour la salade, s'il te plaît? Oui. Moi, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis dans la maison. Ça fait 2 ans. J'ai appris la patience. On est dans une société où tout va à 2000 à l'heure, on doit être rentable. Ici, c'est pas le cas. On sait que quand on met la table, il y a 3 verres et 2 assiettes qui seront cassées, que la table sera mise au bout de 2 heures, mais qu'elle sera mise. Puis ce lien fraternel qui est important. Le vivre ensemble et la vie en communauté, c'est pas toujours simple, mais ça apporte beaucoup de choses. C'est des poids. Ouais. Du coup, ça lui permet d'avoir une meilleure assise quand il les a, et même quand il a sa fourchette dans sa main. Du coup, c'est que pour manger. Il le prend pour manger, ouais. Tu les mets aux 2 poignets? Oui.
Le fait que je côtoie d'autres personnes handicapées, je me dis, finalement, moi, je suis pas si handicapée que ça par rapport aux autres qui peuvent plus marcher. Donc, j'essaie de relativiser et de me dire que, il y en a d'autres qui sont bien pires que moi et que finalement, que moi, entre guillemets, je suis pas handicapée par rapport à eux, alors que si, je suis handicapée, mais j'arrive pas à me l'avouer, en fait. Allez Pascal, viens jouer au foot. Le rôle de l'équipe, c'est justement d'accompagner les personnes accueillies. On ne fait pas à la place de la personne. La personne sera avec nous et on fera avec. Et ça, c'est important, que ça leur montre qu'ils sont vraiment capables de faire des choses. C'est drôle. Quand tu connais pas le handicap au début, c'est vrai que c'est un peu difficile, on sait pas trop comment aborder ça, etc. Et au fur et à mesure, on se rend compte que tout simplement c'est des personnes, donc on n'a pas à les aborder d'une manière particulière en fait. On les aborde comme on aborderait une personne normale. Donc voilà, on finit par s'y faire et je suis vraiment bien ici, donc c'est cool. Pas prête à m'engager dans l'équipe de France, moi. Ils n'ont pas cette retenue que nous on peut avoir en disant mais qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent, voilà. C'est tout de suite dans la vérité et moi c'est ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est cette relation simple et en vérité qu'on ne trouve pas partout. Finalement, tout le monde est différent et il faut que chacun vive avec sa différence à lui, sinon on n'y arrivera pas. Pas mal. Ah, c'est pas mal, ouais. Hein, Ada? C'est assez impressionnant. Elle a un peu votre humour en plus quand elle dit qu'elle n'est pas prête à être engagée dans l'équipe de France. Oui, en plus, elle Parce joue, que vous auriez pu... elle joue au foot comme moi, déjà, ça c'est pas mal. Non, mais en fait, elle dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est toujours handicapé par rapport à quelqu'un. Bien en fait. sûr. Oui. Et alors, moi, ce qui me frappe, comme souvent quand je présente le Téléthon, et ce que vous disiez tout à l'heure, en général, les personnes porteuses d'un handicap pensent toujours à ceux qui sont plus atteintes, plus handicapées, plus en souffrance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Oui. toujours, ça vous a toujours permis de relativiser les choses. Oui, énormément. Après, on regarde toujours. On dit souvent, il y a pire que soi. Donc, c'est vraiment en ayant cette échelle-là qu'on prend du recul et qu'on se dit que finalement, ce que j'ai, c'est certes grave, mais il y a pire, donc on relativise et c'est pas... Je suis handicapée, mais pas tant que ça, en fait. Comme elle le disait très bien dans le reportage. Alors Brigitte, qui est là en fait? Parce qu'on a compris qu'il y avait des personnes qui sont payées pour aider. Voilà, et il y a aussi des bénévoles. Alors il y a dans chaque maison, il y a 6 studios de 30 mètres carrés. Donc ça veut dire que chacun a son indépendance. Exactement. Mais il y a quand même des lieux pour prendre le repas, pour se retrouver. C'est ce qu'on a vu. Il y a je crois que c'est 70 mètres carrés qui sont réservés à la vie commune. Donc ça se passe plutôt à la campagne ou en ville? Alors justement, ils sont dans les centres-villes, près des transports, de façon à ce qu'ils puissent se déplacer et surtout que leur famille puisse venir les voir. Alors ça coûte combien? Est-ce que les loyers... Ils sont payés, ils paient leur loyer avec leurs APL, enfin leurs aides au logement. Alors ça coûte entre 200 et 400 euros, ça dépend des villes. Mais la personne qui est bénévole et qui choisit de cohabiter avec des personnes en situation de handicap. Oui. Donc cette personne-là paie un loyer. Comment ça se passe? Elle est hébergée. Non, elle est hébergée. Ah bon, Et tout ça est payé par des fonds publics, des dons et des mécènes, des entreprises et des dons privés. Il y en a beaucoup des maisons comme ça? Oui, il y en a. Écoute, il y en a dans 10 villes maintenant. Ah oui, d'accord. Et il y a 350 logements qui sont soit déjà construits, soit déjà en construction. Par exemple, à Lyon, il y a 4 permis de construire qui sont déposés. Oui, ça se répand. Ce qui est super chouette aussi, c'est qu'on voit un petit jeune qui explique qu'il est hyper content de partager ça. Et il est en service
civique. Voilà, c'est ça. Le service civique en France, c'est ce qui permet à quelques centaines de milliers de jeunes de participer comme ça à des projets sociaux, de création de solidarité. Et ça a l'air vraiment assez épatant. Alors justement, si on veut les aider, actuellement, et jusqu'au printemps, donc il faut se dépêcher de signer, ils font un appel avec l'équipe des Intouchables, du film Les Intouchables. Ça s'appelle appelleslesintouchables.fr. Ça sera sur le site de Mille et une vies. Donc c'est un moyen de donner de l'argent? C'est aussi signer simplement comme une pétition, comme une pétition pour les hommes politiques, pour les politiques, et aussi on peut leur donner de l'argent, bien sûr. N'hésitons pas. Voilà. Super initiative en tout cas. Comment ça s'appelle précisément? Simon de Sirène. Simon de Sirène. C-Y-R-E, accent grave, N-E. Luc, alors toi, tu as dégoté un village qui permet justement aux familles où le handicap est présent de faire en sorte que tout le monde puisse partir en vacances. Et oui, parce que c'est quelque chose de rare. Il existe des maisons qui accueillent des personnes porteuses de handicap. Il existe des maisons qui accueillent des personnes malades, mais uniquement la personne. Et de pouvoir accueillir tout le reste de la famille, mais c'est quelque chose de très rare. Et ça, je vous en avais déjà parlé il y a 2 mois et demi. Je vous avais parlé de Franck. Franck qui avait son fils Sacha, qui est handicapé, et il voulait créer dans les Pyrénées un handigite, un gîte pour personnes handicapées, mais aussi pour le reste de la famille, pour pouvoir partir tous ensemble. Alors je vous donne quelques nouvelles de Franck et de son fils. Ils ont réussi à avoir un partenariat avec 3 gîtes dans les Pyrénées, et ils vont accueillir les premières familles aux vacances de Pâques prochaines. Donc on suit le dossier de Franck. Mais je voulais vous parler dans cette même idée de Roger Picard. Roger Picard, c'est ce monsieur. Lui, il est marié avec Denise Picard. Denise Picard, en fait, est malade. Elle est atteinte de la maladie de Huntington, d'accord, une maladie neurodégénérative, et elle est atteinte depuis 27 ans. Et elle a fait le même constat que Franck, en fait, qu'il était très difficile de pouvoir partir en vacances avec une personne dépendante, on va dire. Et en 2012, il crée une association qui s'appelle l'association Denise Picard, du nom de sa femme, pour lutter contre cette maladie, pour la recherche. Et puis, il se dit qu'il faudrait créer comme ça un lieu. Et donc, il cherche et trouve un village à l'abandon, à Brujas, dans l'Allier, je ne connaissais pas du tout, en Auvergne. Et là, il décide de retaper tout ça et de le faire sur ses propres deniers. Ah oui, c'est lui qui a financé. Oui, c'est pas de la rigolade. Hein. Parce que il ne veut pas faire un établissement médicalisé avec tous les soins, les médecins autour, parce qu'il veut que ça soit en fait un mélange entre les personnes valides et celles qui ne le sont pas. Donc, il y aura des accessibilités, par exemple, il n'y a pas d'escalier. Tout est de plein pied, par exemple. Et il y a autour tout un système de services médicaux, on les appelle et ils arrivent tout de suite. 3 ans de travaux, d'accord ? Et en mai 2015, exactement, eh bien, ce village de vacances, le village des Bruyères, voit le jour. Il y a une dizaine de petits chalets, comme ça, en bois, qui accueillent tout un tas de personnes, des valides, des gens qui ont eu un accident de la route, des personnes autistes, des personnes porteuses de handicap, mais aussi tout le reste de la famille. Et ça, c'est assez original, parce qu'en France, il existe très peu de structures comme ça. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une belle idée. Et c'est là. Vous voyez, avec l'Association française contre les myopathies, ça fait partie des choses qu'ils ont inventées. Ça s'appelle des villages répit famille ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, il y en a 3. J'ai vu qu'il y en avait 3 pour l'instant, des villages répit famille. Voilà. Mais c'est assez et alors, donc, en dehors de l'accueil, est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous venez dans ce village, il y a des auxiliaires de vie qui s'occupent de la personne dépendante. Donc pendant la journée, elles vont leur faire la toilette, elles vont leur faire donner les repas, d'accord. Et aussi, il y a des animateurs, des pros, qui font du yoga, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la sophrologie. Et en plus, pour les personnes qui sont valides, si je puis dire, eh bien, il y a d'autres animations. Vous pouvez faire de la pétanque, des randonnées, du karaoké, des soirées dansantes. En fait, tout le monde, les soirées dansantes, tout le monde y va au karaoké, bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, comme tu disais, avoir du répit, pouvoir souffler, se donner du bon temps, sachant que la personne pas être culpabilisée d'abandonner son. Voilà. Et là, on se balade dans le village. Il y a avec des activités randonnées. Là, il y a un spectacle de magie. Les adultes et les enfants,
tout le monde est ensemble. Et moi, je trouve que c'est quand même une belle idée. Même une piscine. Qu'est-ce que vous en pensez, Ayette? Par exemple, vous, comment vous vous êtes débrouillé en famille avec votre maman, diminuée en fauteuil et tout? Est-ce que ça vous a empêché de partir en vacances? Est-ce que c'est des questions qui se sont posées au sein de votre famille? En fait, nous, à l'époque, on louait une villa en Espagne. Et en fait, on partait à 18. Ah oui. C'est sobre. Il y avait tout le monde, il y avait le tonton. Voilà, il y avait le tonton, la tata, des amis de la famille. Et en fait, on s'entraidait chacun mutuellement. On avait dans la villa chacun une partie qui était attribuée à telle ou telle famille, donc avec son concon et son espace intime. Et sinon, on se retrouvait tous ensemble au jacuzzi, à la piscine, au billard. Et voilà, on vivait en communauté. Donc en fait, on a fait ça pendant plusieurs années. Donc en fait, à votre manière, vous avez créé une sorte de petit village familial où l'entraide. C'est un club vacances que tu as créé. Et tu nous as pas dit comment ça cher, coûte? non? Alors, je trouve que c'est pas si cher que ça. Parce qu'en fait, vous avez un chalet comme ça. Pour 6 personnes, hein, ça coûte en haute saison 900 € la semaine. Tout compris avec la nourriture? Pas la nourriture. La nourriture, on a une kitchenette, tout ça, on peut se préparer. Mais il y a un service de traiteur qui est assez abordable dans le coin. Et en fait, aujourd'hui, pour certaines familles, pour celles qui n'ont pas beaucoup de revenus, et avec les aides sociales, en fait, on peut arriver, en incluant même les repas, à avoir 60% qui sont pris en charge. D'accord? Donc vraiment, on peut quand même s'offrir du répit à un prix quand même qui est abordable. Alors ça veut dire que, est-ce que ça marche? En un an, il a accueilli combien de personnes? Écoute, ça a ouvert en mai 2015, d'accord? Donc il y a eu, ça marche quand même surtout l'été. Parmi les 60 familles qui sont venues, quand même, c'est pas mal, 60 familles, il y en a déjà 90% qui ont déjà réservé pour l'été prochain. Donc c'est pas mal. Il reste encore des places. Mais dépêchez-vous. Est-ce qu'il envisage d'en créer un autre du même genre? Pour l'instant, je ne sais pas. Déjà, ça se lance depuis seulement 1 an et demi. Il essaye de voir comment ça fonctionne. En tout cas, les gens reviennent. Donc je me dis que c'est quand même une bonne crèmerie. Une bonne idée. C'est chouette. Alors, créer son entreprise, c'est pas évident. Quand on a un handicap, créer son entreprise, ça l'est peut-être encore moins. En tout cas, ça n'a pas empêché la jeune femme dont tu vas nous parler de le faire. Exactement. Alors, Charlotte de Villemorin, quand je l'ai eue au téléphone, voilà, vous pouvez voir sa photo. La première chose qu'elle me dit, c'est: écoute, Émilie, la vie, c'est difficile et quel que soit le point de vue qu'on adopte, la vie, c'est difficile et c'est difficile pour tout le monde. Alors, Charlotte, elle a 26 ans et elle est atteinte d'une forme de myopathie depuis sa naissance. Elle est en fauteuil roulant. Et un jour d'août 2014, elle devait se rendre à un mariage dans les Bouches-du-Rhône. Manque de bol, elle n'a pas pu y aller parce que la problématique, c'est souvent le dernier kilomètre. C'est-à-dire que vous arrivez en train, mais ensuite, si le lieu est un peu isolé, comment est-ce que vous faites pour y aller si vous ne pouvez pas louer une voiture adaptée? Et là, elle a eu le déclic. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je vais régler le problème moi-même. Elle a créé la première plateforme de location de véhicules adaptés au handicap entre particuliers. Parce que, en menant cette enquête, j'ai découvert que le plus grand parc de véhicules adaptés au handicap est détenu par les particuliers. Il y en a environ 100 000 en France. Voilà, ça c'est la brillante idée de Charlotte. Alors, comment est-ce que ça marche, son site de location? Écoutez, c'est très simple. Vous avez envie de louer un véhicule, vous rendez sur son site et puis il y a une mise en relation entre les particuliers qui sont propriétaires d'un véhicule et ceux qui ont besoin d'en louer un. C'est chouette. En sachant que un véhicule en moyenne adapté donc à une personne en situation de handicap, donc qui est une rampe pour permettre de faire rentrer donc la personne en situation de handicap, ou que la voiture est un poste de conduite qui soit adapté. Voilà, exactement. Eh bien, en moyenne, ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Donc, la personne qui loue peut bénéficier sporadiquement de l'utilisation d'un véhicule et celle qui est propriétaire peut amortir le coût de sa voiture. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, donc, sur cette plateforme, il y a déjà 3500 personnes qui sont inscrites. La plateforme a été lancée en 2015. Donc, qui sont inscrites, c'est-à-dire qui ont une voiture de ce type. 3500 personnes qui sont inscrites pour pouvoir louer. Et 450 propriétaires de véhicules qui sont inscrits pour permettre de louer leur véhicule. Sur le site de Charlotte,
c'est 70 € en moyenne la journée, sachant que ce sont les propriétaires qui fixent le prix. D'accord. C'est très intéressant parce que moi, effectivement, j'habite à Marseille et quand je veux aller en vacances en Bretagne, donc en voiture, c'est trop long, j'ai envie de prendre l'avion, mais je me demande toujours comment je vais faire sur place pour avoir une voiture aménagée. Et vous allez, Donc vous allez aller sur le site de Charlotte. J'ai envie de dire merci Charlotte. Et voilà. Parce que vous déplacez comment, Ada? C'est une voiture avec un client de plus. Aménagée, c'est-à-dire que j'ai avec l'accélérateur et le frein à la main. D'accord. Et Donc, d'ailleurs, c'est une bonne occasion de se faire plaisir, là. Ah oui, c'est chouette. Moi, je ne louerai pas la mienne parce qu'elle est dans un tel état, mais j'aimerais bien en louer une ailleurs. C'est vraiment chouette. En plus, il y a un côté où dépanner, aider. Exactement. C'est humain qui est plutôt sympa, je trouve. Alors moi, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas, vous allez confirmer ou infirmer ce que j'ai dit, mais il y a souvent de jeunes personnes en situation de handicap qui accèdent à l'âge adulte aujourd'hui grâce au progrès aussi de la médecine, de la kiné, des soins. Enfin, bon, on parle de ça à chaque fois. Et alors, à chaque fois qu'ils créent une entreprise, ils trouvent toujours une idée liée à leur handicap. Vous avez remarqué ça aussi, peut-être? Ben oui, parce que c'est toujours lié. Vous savez, Alors, moi, j'ai écrit Vestiaire avec Fabrice. Ça parle de l'handicap. On est toujours d'abord attiré par ce qu'on connaît le mieux, parce ce qui nous concerne le mieux. Et là, en l'occurrence, elle ne peut pas se déplacer. Donc, elle va trouver un truc qui va aller. Des fois, il faut aller chercher la solution et pas attendre qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Alors, j'imagine qu'elle n'a pas pu monter son entreprise comme ça. Elle a dû vaincre tout un tas d'obstacles. Oui. Pour le coup, ça a été un vrai parcours du combattant. Je vais vous raconter une ou deux anecdotes qu'elle m'a confiées. Par exemple, le jour où elle a voulu ouvrir un compte professionnel à la banque, elle s'est rendue à la banque, elle s'est retrouvée devant le banquier et elle lui a dit « Bonjour, je voudrais ouvrir un compte professionnel ». Et le banquier l'a regardée en lui disant « Ah non, je crois que dans votre état, c'est un compte particulier dont vous parlez ». Elle lui a dit « Non, non, c'est un compte professionnel ». Il lui dit « Ah non, non, vous vous trompez, dans votre état, c'est un compte particulier ». Voilà, plein de petites anecdotes comme ça. Et puis, surtout, le coup de génie de Charlotte, c'est que depuis 2012, elle s'était créé un blog. Un blog qui s'appelle Willcome, donc comme welcome, mais elle a rajouté un E parce que will en anglais, ça veut dire les roues. Donc, sur son blog, elle a réussi, en racontant donc l'itinéraire d'une jeune Parisienne en fauteuil roulant, et les gens sont extrêmement intéressés. Elle est suivie par 300 000 Français. Et quand elle a décidé de créer son entreprise, elle s'est dit « Je vais lancer une annonce pour trouver un associé, un informaticien qui va m'aider à monter ma plateforme ». Et elle a rencontré Rémi Janot, qui l'aide maintenant depuis 1 an et demi sur son site. Voilà, donc ça a été une aventure qui a été semée d'embûches, mais elle a été extrêmement aussi soutenue par la pépinière, des pépinières de jeunes entrepreneurs français qui sont valides et qui lui ont donné des coups de pouce et des coups de main. Et aujourd'hui, voilà, ils sont 5 salariés au sein de son site. Ce sont uniquement des gens valides qui n'étaient absolument pas concernés par le handicap et qui sont aujourd'hui ravis d'aider Charlotte. Et là, elle a reçu le témoignage d'une retraitée qui lui a dit « Merci Charlotte, parce que ça fait 3 ans que je ne suis pas sortie de chez moi et grâce à vous, je vais pouvoir sortir, me balader et ça, franchement, ça me fait du bien. » Donc, merci Charlotte. Quel est le message qu'elle a envie de transmettre, elle, en faisant tout ça? Alors, le message qu'elle a envie de transmettre, c'est surtout, ne lâchez pas. Aujourd'hui, il existe des outils. Le numérique nous permet en tout cas de faire entendre notre voix et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs avec son blog. Le télétravail aussi nous permet de chez nous peut-être d'être actifs et de construire des micro-entreprises. Et surtout, je crois que le message très important qu'elle m'a demandé de transmettre, c'est un message qui ne s'adresse pas aux personnes en situation de handicap, mais qui s'adresse à l'entourage des personnes en situation de handicap qui ont souvent tendance à les décourager en leur disant « Ah, peut-être que tu ne seras pas capable, peut-être que ça va être difficile. » Je vois que vous souriez, je sens que c'est un discours que vous avez peut-être déjà entendu. Oui. C'est le cas ? Voilà, donc c'est le message qu'elle a envie de faire passer. Et d'ailleurs, ce message, elle le fait très très bien passer dans son livre, qui est un livre extrêmement drôle que moi, personnellement, j'ai dévoré. Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée. Elle croit que je suis trapéziste dans un cirque. Elle a réuni tous les textes qu'elle écrit dans son blog Exactement. Elle a réuni certains textes qu'elle a écrits dans son blog et également des textes qui sont inédits. Et c'est à mourir de rire. Et ça vraiment dépoussière le regard sur le handicap. Exactement comme ce que vous faites avec votre série. Il faut dépoussiérer un peu tout ça et puis voilà, libérer la parole. Super, bravo les amis. On valide toutes ces initiatives. On valide, on valide. C'est validé. C'est validé. Pas mal.
pas mal. Ça roule. On retrouvera toutes les coordonnées, en tout cas, sur le site de Mille et une vies. Merci à tous. Bravo pour ce témoignage. La série Vestiaire, donc, sur France 2, tous les soirs À 20h40. 20h40. Et donc, en une prochaine saison, l'année prochaine. J'espère. Et puis surtout, mon livre qui sort bientôt. Donc, je suis très fier aussi d'avoir Donc, votre livre qui est contribué publié à... chez qui? Michel Lafon. Et donc, vous racontez votre parcours? Je raconte ce que vous avez dit tout à l'heure avec des choses en plus. Avec autant d'humour. Oui, j'essaye de rester dans l'humour quand même, mais l'idée c'est que vraiment, moi quand j'étais petit, alors c'est pas pour faire trop long, mais j'avais été marqué par un bouquin qui avait été écrit par Patrick Segal, et j'étais en 6e, et ce mec était sur fauteuil roulant, il était marié avec une femme qui était juste sublime, et il est allé, il faisait le tour du monde, et j'ai réalisé que je pouvais le faire moi aussi. Et voilà, quelques années plus tard, j'ai écrit ce livre pour dire, oui, on peut le faire et on peut rencontrer Sophie Davant. Donc, faites comme moi, racontez votre vie. Et donc, vous illustrez très bien cette maxime d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Merci à tous. Merci. Bravo, bon après-midi et bravo à tous. Bravo. Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez captivé par les récits époustouflants de Liana et Daniel. Accusés à tort, ils ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. En voyage de noces à l'étranger, Liana a été interpellée aux portes de l'avion qui la ramenait en France. Daniel a vécu la même aventure en Équateur. Arrêté sans raison, il passera plusieurs années derrière les barreaux dans des conditions de détention à la limite du supportable. Un aller simple en enfer, duquel ils sont revenus grâce à leur force intérieure. On est en République dominicaine en voyage de noces. Nous arrivons à l'aéroport. Là, qu'est-ce qui se passe? Dans notre bagage à main, il y avait de la cocaïne. Et là, le monde s'arrête. Du jour au lendemain, tout a basculé. J'ai été transporté dans la prison en Équateur, où j'ai passé 848 jours et 848 nuits. Et là a débuté vraiment l'horreur, telle qu'on ne peut pas l'imaginer. J'étais un animal sauvage blessé, avec un instinct de survie démesuré. Puis mardi, vous serez touchés par les témoignages de nos deux invités, Marie-Ange et Marie-Noël. Ces deux femmes courageuses qui souffrent de bégaiement ont dû faire face au regard des autres et à de nombreuses moqueries. Pour Marie-Noël, tout a commencé suite à une agression à l'âge de 15 ans. Un traumatisme qui l'a longtemps plongée dans un mutisme profond. Persécutée par ses camarades d'école, Marie-Ange, elle, souffre de bégaiement depuis toute petite. Des années après, elle continue encore de se battre pour assumer sa différence. À Gare de l'Est, je demandais où était le métro en bégayant. Et il m'a dit il est là. Mais j'ai trouvé ça tellement vexant, humiliant qu'il se moque de moi, quoi. En 6e, c'est là qu'on a commencé à se moquer de moi à l'école. J'étais avec un père très autoritaire. Dès que je commençais à parler, il me criait dessus pour dire que j'étais une bonne-à-rien. Je ne l'ai toujours pas accepté, mais j'apprends de mieux en mieux à vivre avec.